Dès que tu réussis un truc, Ouais. tu te dis en fait la suite logique c'est de devenir formateur. C'est super bizarre comme réflexe. Moi, j'ai pas de boutique e-commerce. Je n'en vis pas. C'est pas ça qui me fait vivre. Vous êtes 80% les mecs à faire tous la même chose quoi. Je suis monsieur Shopify en France. Dire bah oui, Évidemment. vas-y, allez hop, tuons-le. Et je t'ai payé pour faire cette formation. Je suis probablement un des plus gros formateurs, j'imagine, WordPress. Quel est ton avis à toi sur la peine de mort ? Bienvenue à tous dans ce 3e épisode de Entre deux. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. La semaine dernière, on vous a peut-être dit qu'on parlerait politique, donc on va peut-être commencer à aborder ça. Comment vas-tu, Alexis, ce soir ? Bah ça va très bien et toi je savais qu'on avait commencé à parler politique, je savais pas si tu t'en rappelais ou pas, et donc je savais pas si ça ferait Si, partie je de m'en ce rappelle. podcast, vu que tu vois je me suis Si, noté une petite liste de sujets qui n'ont rien à voir avec de la politique, mais Oui, c'est vrai. on va laisser le podcast glisser là où il doit glisser, et puis on verra ce qui se passe, parce qu'à la fin on parlait quand même de loi pour pas tuer les chiens ou un truc comme ça. Mhm. Donc du coup, je sais pas si tu veux qu'on démarre le podcast là-dessus. Je trouve que d'abord on fait les préliminaires et tout. Toi, comment ça va, Louis ? Ouais. Juste tranquille au début. Moi, ça va. Là, en ce moment, c'est réorganisation des semaines, des différentes tâches, parce que je fais beaucoup de tâches différentes, en tout cas beaucoup d'activités différentes. Donc, il faut absolument que j'arrive à mieux séquencer et surtout, je vais laisser de plus en plus de place en fait à mon activité de créateur de contenu et de formateur. Notamment parce que en fait, je me rends compte que envoyer beaucoup de vidéos sur YouTube, des vidéos gratuites, ça rapporte quand même beaucoup de gens rapidement. Les gens sont contents en plus. Ouais. Donc j'ai envie de laisser une part plus importante à ça. Et actuellement, Victoria qui travaille avec moi, elle a une autre activité. Elle fait du CM depuis plus d'1 an. Peut-être dire ce que Et donc, on est en train de CM voir- quand même pour ceux qui... CM, ouais, bien sûr. Du CM, c'est du community management. C'est tout simplement qu'elle gère les réseaux sociaux des marques. Elle, c'est majoritairement Instagram et LinkedIn, il me semble. Ouais. Mais donc, du coup, ça lui prend pas mal de temps dans sa semaine, genre 5-6 heures. Et là, 5-6 heures, bah, c'est beaucoup pour nous. Donc, on est en train de voir est-ce qu'elle conserve, est-ce qu'elle conserve pas. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment. On réorganise et on Tu veux voit. faire la Et toi, il se passe quoi liste Ouais. rapidement Dis-moi. de... Je répondrai après si tu veux, mais et là, ce que vous faites, des ça peut différentes intéresser les gens activités. de... Oui, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Alors Ouais. du coup, il y a le podcast. Ça prend un peu de temps Ouais. dans la semaine quand même. Ça prend un peu C'est de assez temps dans la variable semaine. d'une semaine à l'autre du coup, mais... Il y a le podcast, ça prend pas énormément de temps, mais il y a quand même des créneaux qui sont bloqués pour. Ça reste dans donc, la tête, quoi. c'est important. Ouais, tout à fait. En deuxième, il y a mon activité du coup de créateur de contenu. Je crée du contenu sur Shopify et ça commence un peu à déborder sur le e-commerce, mais j'essaye quand même de rester centralisé sur Shopify. Il y a aussi la partie formation. Ça va, c'est quand même largement indissociable. Enfin, cette phrase-là peut même être bizarre en fait pour certaines personnes. Genre, qu'est-ce que ça veut dire Shopify, mais séparé du e-commerce, tu vois. Je comprends du coup que tu débordes. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, je comprends aussi moi au fur et à mesure là en faisant des vidéos, en créant du contenu que je peux déborder sans tomber dans les mauvais travers. Là, je m'en rends compte. Globalement, ma communauté a l'air tout à fait OK avec le fait que mes titres et mes miniatures soient un peu aguicheuses tant que le sujet à l'intérieur est traité de manière honnête et concrète. Ma communauté, mon audience a l'air de très bien le vivre, donc moi je vais continuer comme ça. Et peut-être on peut creuser aussi justement ça peut aussi être intéressant pour les gens, mais parce que tu as eu une problématique de positionnement quand tu as démarré en te disant comment je vais faire, parce qu'il y a une association très très forte et nocive entre dropshipping et Shopify, et toi tu t'es dit je vais faire du contenu sur Shopify, et Shopify c'est un outil extraordinaire pour faire du e-commerce en général, donc toi c'était ça que tu voulais faire, et donc il a fallu que tu travailles cette image, et toi tu as peur justement des fois de trop déborder sur des trucs un peu trompeurs ou un peu trop dropshipping, ou tu as juste peur de mettre des fois de pas aller dans la bonne direction. Globalement je pense que tu t'en sors pas trop mal pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression de pas m'en sortir trop mal. Les gens me le rendent assez bien aussi et j'ai pas mal de messages qui vont dans ce sens, donc j'ai l'impression que ça se passe bien. Et surtout, c'est pas seulement de la peur, c'est vraiment que j'en ai pas du tout envie. Moi, j'ai pas du tout envie de tomber dans parler de dropshipping sur YouTube et sur les réseaux sociaux, vendre des formations à 1 500 € où je vais promettre des gains. Genre tous les trucs qu'on voit tout le temps, genre partir de zéro et faire 10 000 € le premier mois. Tout ça, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas l'approche qui me caractérise. J'ai jamais été trop à l'aise avec ça même.
Et du coup, j'ai tout simplement pas envie de mentir aux gens aussi, quoi, parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de déçus, je pense. J'aimerais bien, tu vois, savoir la stat, c'est les stats impossibles. C'est un truc que j'aime bien, ça, des fois, les stats impossibles, genre combien de litres d'eau t'as bu dans ta vie, tu vois. Et ben la stat impossible sur ça que j'aimerais bien connaître, c'est combien de personnes sont déçues de leur début en dropshipping ou en e-commerce, tu vois. Combien sont en fait juste tombés dans les pièges de trop bien, je vais devenir millionnaire dans l'année. Et bon, après, se sont pris la réalité en pleine lucarne. J'aimerais bien savoir, parce que je pense qu'ils sont énormément, malheureusement. Parce que des menteurs et des vendeurs de rêves et tout, il y en a un paquet. Dans une vidéo récente, là, qui est sortie hier ou avant-hier, je fais une petite aparté sur tous ceux qui utilisent le dropshipping est mort. Et donc, je leur tire un peu dessus, mais avec bienveillance, évidemment, mais juste, j'explique un peu. Tu la feras, cette miniature, un jour, et ce titre? Non, jamais de la vie, justement. Justement, jamais de la vie. Je leur explique dans cette vidéo que s'ils regardaient mieux les vidéos des créateurs qui font ça, en fait, la vidéo, elle revient à peu près une fois par an. Et la vidéo, c'est juste pour dire qu'on vend une nouvelle version de la nouvelle formation qui reprend peu ou prou exactement la même chose que l'année dernière, mais qui est 200 € plus cher, tu vois. C'est à peu près tout le temps comme ça. Et c'est 4.0. Et donc, c'est une nouvelle méthode. C'est 4.0, après c'est 6.0. Bref, c'est pas comme ça que j'aime bosser. Et du coup, c'est ce que j'essaye de ne pas faire sur ma chaîne. Et je crois que ça se passe plutôt bien. J'avais fréquenté à un moment virtuellement un gars qui était un formateur en dropshipping il y a quelques années. Il a arrêté depuis plusieurs années maintenant. Et il avait coin le terme de drop rising. C'est lui qui avait inventé ça. Et en fait, beaucoup de gens s'étaient un peu foutus de sa gueule sur Internet. Mais c'était en fait un terme qu'il avait inventé juste pour dire on va faire du dropshipping, mais on va largement l'améliorer. C'est-à-dire on va bosser avec un agent, on va bosser avec des stocks, même si ces stocks sont en Chine. Ça permet d'envoyer quand même plus rapidement, ça permet d'avoir une notion de stock. Ça permet aussi de se dire, d'être plus à l'aise avec soi-même et de se dire ouais, je fais pas vraiment du dropshipping, tu vois. Non, j'ai des stocks. Il y a plein de dropshippers qui disent qu'ils ont des stocks, mais ils ont des stocks en Chine. Et c'est quand même pas eux qui envoient vraiment, etc. C'est-à-dire que même la logistique est déléguée. Et ça passe par un agent. Et donc, il avait vraiment inventé ce terme de drop rising pour dire il y a plein d'endroits où on tweak un peu et on fait mieux. Au bout d'un moment, on essaie d'avoir nos emballages, on a nos entrepôts, on a un agent, on a tout ça. Et ça a été un peu mes débuts où je me suis ouvert un peu plus au e-commerce au sens large et où je me suis dit, tiens, on peut faire vraiment énormément de choses. C'est vraiment protéiforme, tu vois. Le dropshipping, c'est assez intéressant pour comprendre aussi les rouages du commerce de base parce que tu te dis, en fait, je peux prendre des produits et les revendre. Et en fait, c'est littéralement du commerce. Mais ensuite, il y a des gens, la valeur ajoutée qu'ils vont apporter, c'est être un commerçant physique, tu as une boutique et en fait, ils font une sélection, les produits sont là devant toi, tu peux repartir tout de suite avec. Et en fait, c'est pas toujours aussi des produits bas de gamme de Chine, etc. D'ailleurs, il n'y a pas toujours que des produits bas de gamme, même sur AliExpress, je pense. Tout à fait. D'où le sourcing, qui est une étape clé. Mais en fait, tu comprends du coup le principe de commerce. Il y a beaucoup de gens, je pense, en dropshipping, ensuite ils se sont intéressés, ils revoient les mêmes produits en grande distribution, dans un Leclerc, dans un Carrefour. Et donc ils comprennent, ils se disent « Ah mais en fait vraiment, c'est là où ils commencent à se sentir plus légitimes. » Ils disent « Oh oui, mais finalement je fais du commerce normal et tout. tout est... oui. » Après, c'est pas non plus juste complètement normal, c'est quand même un peu biaisé, c'est différent quand même. Tu prends littéralement un produit que les gens peuvent vraiment acheter juste sur un autre site e-commerce aussi, qui s'appelle AliExpress. Et pour 3 fois moins cher, 2 fois moins cher, 4 fois moins cher. Donc c'est un cheval de bataille qui est intéressant pour démarrer tes premières expériences en commerce. Comme on dit souvent, c'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que ça t'ouvre les portes d'une compréhension de ce que c'est le commerce en général. La grande distribution, les petites boutiques, le e-commerce et comment tu peux organiser ton e-commerce et de comprendre qu'il y a plein de façons de faire même en e-commerce. Que ce soit du dropshipping ou du drop rising, ce terme n'existe plus vraiment, mais on se comprend. On fait du dropshipping, mais on le fait beaucoup mieux. Ou sourcer ailleurs, ou finalement acheter chez soi un petit peu de stock, quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et puis du coup, tu peux démarrer une boutique e-commerce juste comme ça. Et je pense qu'il y a même plein de gens qui n'ont pas conscience qu'on peut démarrer n'importe quel projet très légitime qui n'est pas du dropshipping, juste avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Et je parie qu'il y a même plein de gens qui ne savent pas, qui peuvent finalement contacter les bonnes entreprises, les bons intermédiaires pour bosser sur des prototypes de projets. Ça peut être une gourde nouvelle génération, ça peut être... je sais pas, moi j'ai un exemple, les cafetières, parce que j'ai vu ça beaucoup dans l'industrie du café. Mais ça peut être n'importe quoi. Et tu bosses sur des prototypes pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros max. Derrière, tu peux faire du crowdfunding. Enfin, tout ce que je décris là, c'est encore une autre façon de faire du commerce. Mais du coup, le dropshipping t'ouvre à tout ça, je trouve. Je trouve aussi. Et c'est marrant que du coup, ta définition de drop rising, c'est exactement ce que nous, on essayait de véhiculer quand j'ai travaillé dans un groupe de dropshipping il y a quelques années.
J'ai travaillé dans le sens où j'étais numéro 2 de celui qui avait créé le groupe. Et donc, je gérais je gérais un produit payant et je l'aidais pour tous ses rendez-vous et tout. Et c'est moi qui faisais les sites aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des sites web. C'est grâce à lui, en fait. Parce que je faisais les sites de ceux qui voulaient un site de dropshipping au tout début de ce groupe. Et nous, on avait cette approche aussi. On voulait pas faire simplement tu prends ton produit sur AliExpress, tu le plugs à Deezers ou Oberlo, après tu le plugs à Shopify et après tu envoies des publicités avec 10 euros par jour. Ce que j'ai fait, moi. J'ai mes premières expériences sur Internet en 2017, c'était ça. Hein. Ouais, moi aussi au tout début, moi c'était en 2018, fin 2018, c'était pareil. Incroyable, j'ai trop de bons souvenirs. T'as déjà réussi à vendre au moins une fois un produit en dropshipping? Vraiment dropshipping, ça c'était quoi? Ouais. C'était des sacs à dos, moi, le tout premier truc que j'ai fait et le tout premier truc qui a vendu. C'est le sac à dos qu'on voit le plus courant, qu'on voit partout? Non. Ok. Non. Tout le monde me dit ça à chaque fois, mais non, c'était des sacs à dos vraiment sympas. Ils étaient vraiment. Enfin, j'avais vraiment fait. Celui qu'on voit partout, il est sympa. Hein. Moi, je trouve que c'est pas le pire produit sur AliExpress. Il est sympa, mais il est tout petit. Ouais. Il est assez petit. Moi, c'était axé parce que moi, j'avais immédiatement compris le concept de créer une marque, créer des émotions, créer un branding autour et tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des sacs à dos pour les héros du quotidien. Et ceux que j'appelais les héros du quotidien, c'était en fait mon avatar, c'était le jeune cadre dynamique qui habite en ville, qui est sorti d'études depuis 3-4 ans, tu vois, et qui veut une promotion. Globalement, c'était ça. Et donc, c'était des sacs en fait pour voyager. Tu as quand même osé dire jeune cadre dynamique. Et aller au boulot. Mais je t'en veux pas. C'est pas grave. Non, mais tu vois l'avatar, quoi. Oui. Ça définit parfaitement. c'est littéralement l'avatar. C'est-à-dire que si jamais il existe, le nom d'un avatar, en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'avatar. Oui, jeune cadre dynamique. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'est à eux que je vendais des sacs à dos. J'ai fait 2000 balles à peu près quand même, ce qui est pas négligeable. Sauf que j'ai dû dépenser pour 2000 ou 2500 de pub. Donc en fait, du coup, c'était pas rentable. Mais je pouvais dire, en un an, j'ai fait 2000 euros sur Internet. Parce que moi, je me sentais pas légitime du tout de pouvoir dire ça, parce que j'avais dépensé bien plus. Donc c'était pas vraiment ce qu'on m'avait promis à la base. Mais c'est pour ça que je suis rentré dans un groupe où j'ai voulu faire ça un peu différemment, un peu mieux. Un peu plus éthique du drop rising du coup. Ouais, ok. Moi, mes premières expériences de drop, le premier produit que j'ai vendu, ça a été assez rapide. Le premier produit que j'ai vendu, pas le fait de gagner vraiment ma vie, mais j'ai vendu au bout de quelques semaines, je pense la première fois. C'était une souris ergonomique. Donc tu connais, je pense, j'ai déjà dû te le partager d'ailleurs. Oui. Ouais, mais voilà, les souris où tu peux garder ton poignet du coup à la verticale. Ouais, je vois très bien. À position neutre. Et donc moi j'étais fan de l'idée du produit. Au final, j'ai jamais utilisé moi-même un produit comme ça parce que je sais pas, en fait, t'as pas l'habitude, t'as pas envie, t'es bien avec une souris normale et tout. Mais donc j'ai jamais trop incité. Mais c'est la première fois que j'ai vendu. Moi, je me rappelle de l'effet que ça fait de vendre pour la première fois un produit sur Internet. Incroyable. C'est incroyable. Il y a eu ça, puis après j'ai vendu vraiment beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'expérience en dropshipping. J'ai fait vraiment des tonnes de boutiques. Vous voyez, tous ces mecs qui vous disent ouais, vous faites une boutique, peut-être que vous allez échouer, peut-être que vous allez échouer à la deuxième boutique aussi, peut-être que vous allez échouer à la troisième boutique, mais dans tous les cas, vous y arrivez forcément à la quatrième boutique. Tu vois ces gens qui te disent ça sur Internet? Ouais, je vois très bien. Ouais. J'ai dû échouer sur 15 ou 20 boutiques, les gars. Donc, après, quand je dis échouer, toute proportion gardée, il y a eu des réussites, il y a eu des petits succès. Et puis à terme, j'ai bel et bien pu vivre à un moment un peu de dropshipping. Ça a duré quelques mois. Je ne saurais pas dire combien de mois exactement. Et quand je dis quelques mois, c'est pas 3 mois, c'est un peu plus. J'avais eu un produit qui s'était bien vendu, où il y avait tout ce qu'il fallait, tout. Moi, j'avais un site depuis un moment, un blog sur la thématique du café. Et en fait, à un moment, qui était une vraie passion pour moi, et on l'a transformé à un moment en boutique de drop. Et on a mis un produit dessus qui a vraiment bien marché, qui était une capsule rechargeable pour les machines Nespresso. Moi, je vois très bien. Et ça, c'était hyper courant. On avait le site un peu d'autorité, toute proportion gardée. Plus, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait un alignement des planètes. Il y avait aussi du marketing nul de dropshipper et tout. Il y avait tout. Et au final, on a vendu des capsules vraiment plusieurs fois par jour. Au début, c'était de la publicité pendant longtemps. Puis au bout d'un moment, plusieurs mois, je pense, au bout de plusieurs mois, on a arrêté de faire de la pub. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même tout le temps des ventes. Parce qu'en fait, on avait eu du SEO. On était en premier, deuxième, troisième, toujours par là sur cette requête. Et ça se vendait tous les jours. Et ça nous a permis de vivre plusieurs mois.
Tu te rappelles combien vous avez fait en tout à peu En près? tout, non, mais en tout, peut-être, je sais rien. Si c'est du chiffre d'affaires dont on parle, si on parle que de la capsule, peut-être Ouais, on qu'en parle du tout, chiffre. je sais pas, moi j'ai fait 20 000 euros ou un truc comme ça, Ouais, sachant que c'est une ok. boutique sur laquelle on faisait un inventaire de plus de produits. Tout était en drop, hein. Et la boutique, en tout, peut-être qu'elle a généré, je sais pas, moi, 30-35 000 euros, un truc comme ça. Ok. Ce qui permettait totalement, parce que quand on dit en vivre, ça veut dire que 1200 euros ou 1300 euros dans ta poche pour une personne, c'est en vivre, hein, surtout quand tu démarres et tout, tu vois, Ouais, bien sûr, bien sûr. t'es pas gourmand. Donc, ouais, on en a vécu, on a même vécu à deux dessus pendant un moment. Donc, parce que ce que je dis là, c'était pas sur un an. Enfin, si, mais je veux dire, le plus gros quand je dis 35 000 euros, c'était quand même plus Hmm. ramassé sur quelques mois que sur un an ou 2 ans. Donc, ouais, on a pu en vivre. Notre premier vrai succès, c'était un panier pour chiens. Ok. Ah, c'est marrant, c'est tous les trucs un peu Ah classiques. bah c'était, ouais, je sais pas si c'est toujours un produit évident aujourd'hui, mais on avait vendu un panier pour chiens. Vraiment, c'est mon amour immodéré pour les chiens et ma passion pour l'éducation canine qui m'a donné envie de vendre ce produit-là sur Internet. Et Bien du sûr, ouais, coup, ouais, je comprends. je me rappelle, à un moment, on a fait une journée à 400 euros avec de la publicité, dont, je sais plus, il y avait genre ça, 200 euros de bénéf, un truc comme ça. C'était incroyable. Là, vraiment, tu as Ouais, bien l'impression sûr. d'avoir tout compris. Vraiment, tu as un sentiment de supériorité complètement illégitime qui est incroyable, qui se produit à ce moment-là. C'est chimique, hein, tu vois, sur le moment, ce qui se passe. Ouais, bien Et sûr. puis, bah, je me rappelle, on est allé du coup sur le groupe sur lequel on avait tout appris, notamment parce qu'on avait été légèrement, très légèrement suivi par le mec du groupe. Qui était, on va dire, une star du dropshipping à l'époque. On était super contents, super reconnaissants, et donc on s'est dit, dès le premier jour où ça a cartonné, on va faire un message dans le groupe pour motiver tout le monde et pour dire, ouais, sinon on l'a fait, vous pouvez le faire. On a mis le message, deux, trois évidemment commentaires, ah, super, plein de likes, tout ça. Le lendemain, le break-even. Et le surlendemain, Ah ouais. négatif, il n'y avait plus personne. Et là, nous, tout ce qu'on s'est dit, c'est, ah ouais, vraiment, le biais du survivant, tu sais, tout ce qu'on aura laissé sur Ouais. Internet, c'est une trace de un jour de succès où les gens ensuite vont voir ça et vont se dire, ah ouais, c'est vraiment possible, hein. Et je me suis dit, 80% des Ouais. messages qui doivent être sur les groupes et tout, tu vois, de drop, c'est des gens, ils ont juste à un moment un petit succès, ils sont hyper euphoriques, ils partagent. Ouais. Et en fait, derrière, il n'y a rien du tout. Mais du coup, il En reste fait, cette il se passe trace-là que sur dalle. Internet et les gens se disent, oh bah oui, c'est facile. Ouais. Et le pire, c'est que là, tu as dit 80% de ces messages, c'est sûrement ça. Mais en fait, déjà, par rapport à la proportion de gens qui essayent, les gens qui laissent des messages, c'est genre Ouais. 3% peut-être. Donc en fait, si on prend le 3% du 80% du... En fait, au final, il reste tellement peu de gens qui en vivent vraiment. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il n'y a que les formateurs qui en vivent. Tu vois. Et encore, hein, évidemment pas tous, on s'entend. Mais il y a que, tu vois, ceux qui en font la promo tout le temps, en permanence, qui en vivent. Sinon, il y a personne... En fait, j'ai vraiment l'impression que le dropshipping, il n'y a personne qui n'en parle pas et qui en vit. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui vivent du dropshipping, ils en C'est le parlent biais du partout, dropshipping. tout le temps. Ouais, Est-ce qu'on c'est ça, est-ce tu qu'on vois. peut du coup aborder un sujet qui fâche? On peut Très toujours. bien. Euh, Moi, c'est vraiment quelque chose qui me crispe beaucoup. Mais ça commence avec le dropshipping. Le dropshipping, c'est un très bon exemple, c'est un bon point de départ. C'est vrai qu'il y a quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont réussir un tant soit peu en dropshipping et qui vont voir comme continuation naturelle de ce qu'ils font le fait de devoir devenir formateur. C'est automatique. Hmm. Ils y réfléchissent même pas, c'est normal, c'est dans la continuité du truc. Voilà. Et il y a ce truc-là dans le business en ligne quand même beaucoup. Dès que tu réussis un truc, Ouais, tu te dis en fait la suite logique c'est de devenir formateur. C'est super bizarre comme réflexe. Moi ça me ouais, dérange c'est bizarre. énormément et tu m'as posé plusieurs fois la question justement, Alexis, pourquoi tu ne deviens pas formateur pour apprendre aux gens à devenir formateur justement, du coup infopreneur. C'est-à-dire que du coup je faisais ça depuis plusieurs années Ouais. dans WordPress et tu m'as posé la question. Tu m'as dit est-ce que ça t'a traversé l'esprit, est-ce que tu veux le faire? Ce à quoi je t'ai répondu exactement ce que je te dis maintenant, à savoir que ça me ferait chier de faire ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être un mec qui, parce qu'il a fait ça pendant quelques années, il a eu un succès qui est somme toute assez modeste par rapport au plus gros de notre marché en plus, marché de formation en Ouais. ligne et tout. Après, tu pourras remettre ça en perspective et dire que c'est pas si mal. De toute façon, toi, tu connais mes chiffres. Mais pourquoi est-ce que la suite logique, ce serait devenir formateur de formateur, tu vois? Moi, ça me dérange énormément. Et du coup, j'étais pas à l'aise avec ça parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens. Tu vois, toutes ces vidéos de mecs, il y a un gars, il fait des interviews, tu vois, c'est Loïc Bourget.
Ouais, alors j'allais Ok. c'est Non, mais marrant. donc Oui, je très l'avais bon gars et direct. tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le connais pas, donc je Ouais. dis. Mais j'aimais bien ces interviews. Tu aimais bien? Pourquoi au passé? Bah parce que d'un coup, j'ai vu une vidéo sortir comment gagner 100 000 euros, je sais plus quoi. Et donc, du coup, Il devenait. en fait, le gars est passé de mec qui interview à mec qui vend des Ok, formations. alors ça, je connais pas son parcours, on pourra en reparler après, je le connais Ah pas trop. merde. Mais en Ah, fait, ok, ok. moi, c'est juste que j'ai vu, à un moment, il interviewe des gens à Dubaï, par exemple, et dans d'autres endroits, pour comment est-ce que vous réussissez, comment est-ce que vous avez réussi, pourquoi est-ce que vous êtes à Dubaï et comment vous faites votre argent, quoi. Et en fait, très souvent, bah, c'est des formateurs en e-commerce. C'est alors l'agence marketing digital, à la limite, pourquoi pas, tu vois, je veux bien, du coup, c'est vrai que tu fais une agence, c'est cool. C'est biaisé, c'est biaisé. Je sais quelle vidéo t'as vu du coup, et c'est biaisé. C'est parce que c'est Ouais, un événement organisé par Alec Henry. ok. Et La du dernière, coup, c'est ça? c'est C'est la un dernière ensemble de vidéo. formateurs. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est normal qu'il y ait que des formateurs. C'est parce qu'en fait, c'est un événement de formateurs. Un Ok, peu. alors j'ai un autre exemple, c'est pas grave. Ok. Là, il y a eu un moment, il y a eu un petit rassemblement. Antoine BM était allé faire des petites interviews. Enfin, il a posé 2-3 questions. C'était pendant un vlog. Il a posé 2-3 Ouais. questions à des gens avec qui il avait passé une soirée sur une île en Thaïlande. Et il a demandé aux gens c'était quoi leur Ouais. business. Leur business, c'était quoi? Ouais. C'était formation e-commerce, coach développement personnel, formateur de formateurs éventuellement. C'était que des trucs comme ça. Ce n'est que ça. Je veux dire, au bout d'un moment, comment s'étonner du fait que les gens parlent de Ponzi tout le temps, tu vois. Je veux dire, à un moment, il faut aussi être honnête, quoi. Tu te dis, bah oui, vous êtes 80% les mecs à faire tous la même chose, quoi. Alors moi, j'essaye de me réfugier en me disant, moi, je suis différent parce que du coup, quand je suis arrivé sur le marché, moi, j'ai fait un truc que je voyais pas trop. C'est-à-dire, vraiment, je me suis dit, putain, il n'y a pas de gros créateurs WordPress avec une grosse chaîne YouTube, avec des formations pour apprendre à faire plein de trucs sur WordPress et tout. Donc moi, je me réfugie là-dedans. Tu peux argumenter que du coup, normalement, je range dans la même catégorie que tous ces mecs-là. Le fait est que j'ai un positionnement qui est quand même suffisamment différent et original, en moyenne, Ouais. on va dire. Voilà. Maintenant, c'est vrai que bon, je suis quand même formateur et tout. J'ai attendu des années avant de faire une formation pour apprendre un métier, pour dire aux gens, vous allez gagner votre vie comme ça. Et je l'ai même pas fait Mhm. moi-même. J'ai fait appel à un mec qui en vivait vraiment. J'ai fait appel à toi. Et je t'ai payé pour faire cette formation. Donc tu vois, c'est dire à quel Ouais, point c'est vrai. j'étais mal à l'aise à l'idée de faire ça moi-même. J'étais trop mal à l'aise. Cette formation, j'aurais pu la faire depuis des années. Apprendre aux gens, juste pour dire le contexte, apprendre aux gens à devenir freelance WordPress, donc gagner sa vie en Ouais. créant des sites internet. J'ai commencé tout ça en 2019. Il a fallu attendre 2023 pour que je fasse cette formation. 2023. Donc voilà. Ouais, je comprends. Après, pour moi, ton positionnement à toi, il est vraiment différent. Oui. Dans le sens où beaucoup de gens te voient comme un prof. On le voit. On le voit dans la communauté que j'anime, enfin qu'on anime même. Il y a plein de gens qui te voient vraiment comme un prof et pas comme un formateur Je gourou. vois ce tu que tu vois. veux dire. Mais c'est très bien, Et- ça veut dire que j'ai réussi. et- Ah oui, oui, c'est top. Et moi, je m'inspire de ça fortement pour mon positionnement aussi. Parce que à aucun moment, tu vois, une fois, j'ai eu 2-3 commentaires de gens sous mes vidéos, sous des tutoriels, tu vois, où je suis en train d'expliquer comment fonctionne Shopify. J'ai déjà eu 2-3 commentaires de gens qui me disaient c'est très bien, mais où sont tes chiffres? Où sont les preuves de ce que tu fais? Donc là, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, à quel moment, comment la connexion se fait dans son cerveau à se dire, lui, il est forcément comme tous les autres. Alors que moi, je parlais pas des mêmes choses, quoi. Pas du tout. Il y a jamais un titre de mes vidéos qui est gagne 10 000 euros dans un mois, tu vois, jamais de la vie. Et, et en fait, du coup, je lui ai gentiment répondu que bah, mes chiffres, ils étaient personnels, privés, et que s'il bossait à l'administration fiscale, je pouvais éventuellement lui transmettre. Mais globalement, c'est tout. Et que moi, je suis juste là pour transmettre, accompagner les gens qui font ces choses, et que moi, j'ai fait depuis des années, mais c'est tout, quoi. Genre, j'assume complètement, et je le dis d'ailleurs sur ma chaîne et sur YouTube, moi, j'ai pas de boutique e-commerce. Je n'en vis pas. C'est pas ça qui me fait vivre. Je vis pas de ça. Moi, je vis depuis quelques années de la création de sites web pour les entreprises. J'ai accompagné des entreprises e-commerce et des entreprises avec des sites vitrines. Et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube en me disant, bah, j'accompagne les entreprises une par une. Avec YouTube, je peux en accompagner plein d'un coup. Globalement, tu vois. C'est le en fait, storytelling c'est marrant que à partir du moment où tu as des de ma chaîne. compétences dans quoi que ce soit, en fait, le point des commentaires sous tes vidéos, c'est de dire pourquoi t'es pas riche. Donc en fait, normalement, tu vois, si jamais tu avais des compétences en e-commerce, tu serais forcément un mec millionnaire, riche,
qui n'a pas besoin de faire des formations, Bien sûr, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui a le droit de transmettre des compétences sans devoir se dire mais pourquoi t'es pas riche? C'est comme les experts en SEO. Les experts en SEO, il y a des tas de mecs qui sont très très bons en SEO, qui font ça en tant que consultant, coach, ils font des prestats, etc. On pourrait toujours arguer à ces personnes, mais pourquoi tu le fais pas pour toi et t'es pas riche et t'as pas un énorme business et tout. C'est-à-dire que je pense que les gens réfléchissent de manière très monodimensionnelle par le prisme business en ligne. Ouais. Il faut réussir un business, il faut monter un business, il faut devenir riche et c'est que comme ça que tu as le droit de parler et d'enseigner. Ouais. Mais c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est je veux transmettre des compétences, j'ai choisi un métier. À partir du moment où tu parles pas de finance peut-être directement ou de manière assumée de monter un business, gagner de l'argent, devenir riche, qui est le positionnement assumé de certaines personnes sur Internet. Mais si c'est pas ton positionnement, il ne devrait pas y avoir de malaise par rapport à ce sujet. Tu as juste le droit de vouloir transmettre des choses sur Shopify et les gens sont très contents de te trouver aujourd'hui, je pense, sur YouTube. Parce qu'avant toi, ils n'avaient pas beaucoup de choix, hein, très honnêtement. Voilà. Non. Ah bah non. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné envie. D'ailleurs, mais je crois que je te l'avais déjà dit, l'origine de ma chaîne, c'est quand même toi, dans une vidéo d'Antoine BM, une interview qu'il a faite de toi il y a quelques années, où en fait, j'avais vu cette vidéo, j'avais trouvé très intéressant ce que tu faisais, et à un moment, dans la vidéo, tu glisses que tu vas peut-être à un moment faire la même chose que ce que tu fais sur Shopify. Et moi, j'ai vu cette vidéo genre 6 mois ou peut-être 1 an après. Donc à ce moment-là, j'avais commencé à suivre ton contenu. Et au bout d'un moment, je ne sais pas comment, je suis retombé sur cette interview que j'avais complètement oubliée. Et donc, je l'ai re-regardée. Et là, j'ai vu ça. Et je me suis dit, attends, mais du coup, là, ça fait, je vais dire n'importe quoi dans les chiffres, mais ça devait faire 1 an et demi, quoi, entre le moment où je t'ai envoyé un message et le moment où tu avais fait l'interview. Et je m'étais dit, mais attends, du coup, en 1 an et demi, il ne l'a pas fait. Quelle est la raison principale? C'est sûrement qu'il n'a pas de temps. Ça tombe bien, moi, du temps, j'en ai plein. Et donc, je me suis dit, normal, évidemment, ce gars va être super content que je l'appelle comme si j'étais Jésus et que je vienne lui libérer des heures et des heures. Et le gars va dire, oh, génial, je t'attendais. Et ben non, du coup, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il m'a vraiment, clairement, dès le premier rendez-vous, il m'a dit, alors ça, on va pas le faire ensemble, on va pas partir sur ça. Par contre, tu peux le faire tout seul. Et moi, dans ma tête, je me suis vraiment dit, ah bon, bah d'accord, du coup... Et du coup, tu l'as fait tout seul? Très bien. Et du coup, tu es devenu littéralement Monsieur Shopify, quoi, en quelques mois. Exactement, je suis Monsieur Shopify en France. En quelques mois, ouais, c'est vrai que ça va pas eu beaucoup à gagner à le faire avec moi, hein, en vérité. Hein. Si tu regardes la trajectoire de comment ça s'est passé maintenant, je pense qu'à posteriori, tu peux voir, c'est facile hein, de le faire a posteriori, mais tu peux voir qu'il n'y avait pas un grand intérêt. Tout au plus, ce que tu aurais aujourd'hui, c'est, je sais pas moi, plus 15% de résultats, parce qu'on est tous les deux et on joint nos forces de... Mais derrière, au final, tu as un gâteau pour toi tout seul. On aime bien comparer des business à des gâteaux, hein, ça se fait souvent ça. Ouais. Là, tu as un gâteau pour toi tout seul, et si tu avances juste 10% moins vite, c'est pas grave, tu vois. Ouais. c'est plus intéressant pour toi et c'est assez cool. Ça nous fait une bonne dynamique, je trouve. Parce que du coup, ça vous fait plein de choses à partager. Clairement. Et moi, je regarde comment tu progresses et tout. C'est très, très cool. Ça va vite. Ça, comme je l'ai dit plein de fois, ça va beaucoup plus vite que pour moi à mes débuts. Donc, ouais. Après, moi, j'ai quand même l'impression vraiment que ça va beaucoup plus vite que pour tous les autres, quoi. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu une chaîne YouTube grossir comme ça, un premier lancement. On n'a jamais vu Je pense que c'est plus rapide que MrBeast. Non, mais j'ai déjà vu des chaînes exploser. Un formateur. On compare à Micode ou tu vois. Ah non, mais moi je veux dire un formateur. Ouais, non, bien sûr. Micode pourrait devenir formateur. Toute proportion gardée, évidemment. C'est un très bon formateur. Ce serait un très bon formateur. C'est sûr. J'ai des exemples dans tête peut-être de chaînes un peu business en ligne où c'est allé assez vite, mais tu fais partie du top 1% si on se base sur un échantillon français de chaîne YouTube business en ligne. Je pense que t'es bien, t'es très très bien, t'es dans le top 1%, ça va vite. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, hein. J'ai vraiment fait une seule chose en fait, hein. Vraiment, si vous voulez la clé pour fonctionner sur YouTube, je vais pas vous faire une formation de 3 heures que vous allez payer 1500 balles, hein. Faites des vidéos très très longues et qui répondent à plein de questions. Voilà, fin de la formation. C'est vrai que c'est de plus en plus, les gens comprennent, hein. Uniquement il y a un truc avec les vidéos longues. Ouais, je sais. Les gens comprennent, je vois de plus en plus de formateurs, allez, je les citerai pas, mais je les vois tous, hein, et même de 2 horizons très différents.
de plus en plus, ils font des vidéos longues. Hein. C'est marrant parce que des fois, je vois passer des messages ou des trucs. Ils disent « Ah, en fait, vraiment, la vidéo longue, je commence à comprendre que c'est vraiment intéressant. Il y a du potentiel, tu sais, ils partagent et tout. » Et moi, je fais un peu mon dinosaure en me disant à moi-même, hein, parce que personne ne me pose la question. Mais le podcast me permet de le faire. C'est oui, bon, j'avais compris ça en 2019, hein, les gars. Voire avant, parce que du coup, ça faisait des années que je regardais 2018, 2017, je regardais déjà des trucs sur WordPress en anglais. Je voyais déjà que c'était un truc de faire des très très grosses vidéos. Mais moi, je vais te dire exactement ce qu'a fait que ta chaîne YouTube a vraiment cartonné très rapidement et très facilement. Déjà, si on est sur la technique, caméra parfaite, décor parfait. Je veux dire, quand je dis décor parfait, ton décor est mieux que mon décor. Oui. T'es arrivé et t'as directement fait, et je le sais, et je prends pas le temps parce qu'après c'est le contexte qui fait que là où je suis, comment je fais, etc. Donc, mais ton décor, factuellement, est mieux que mon décor. Tout, lumière, etc. Donc ce que je voulais dire de manière générale, la technique, production value en général de tes vidéos. Elle était là dès la première vidéo. Ensuite, on a quelqu'un qui est à l'aise, qui est même très à l'aise à parler à une caméra. Et normalement, ça s'entraîne un petit peu. Tu l'as entraîné un petit peu avant, mais globalement, c'est quand même allé assez vite. Ouais. Tu es très à l'aise. Donc, il y a le créateur, c'est nickel. Il y a toute la technique. En fait, tout est absolument nickel. Je veux dire, à un moment, ça paraît évident en fait, de pourquoi ça a marché. Et finalement, pour terminer, il y a un énorme product market fit, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu l'as juste vu, c'était évident sur YouTube. Il y avait un boulevard, comme moi, je l'ai vu en 2019. Il y avait un boulevard, il y a moins un boulevard maintenant pour WordPress. Shopify, vous pouvez toujours encore y aller un petit peu, il y a de la place pour 2 ou 3 créateurs. Barrez-vous. Il y avait un boulevard pour faire du contenu Shopify. Ouais. Enfin, il y avait juste littéralement pas une bonne chaîne sur un CMS qui domine le marché en e-commerce, derrière WooCommerce évidemment. Non, je veux dire, qui est tellement présent partout, ça fait partie du paysage, c'est un monument du e-commerce. Shopify, c'est un truc ultra important. Et les seules vidéos qu'on trouvait sur Shopify, c'était des fichus dropshippers, quoi. En gros, c'était ça. Il n'y avait juste pas de chaîne. Et imagine le nombre de sujets que tu peux aborder en rapport avec le e-commerce et Shopify pour faire une chaîne pérenne dans le temps avec du contenu incroyable, très intéressant pour tout le monde. Il y avait un boulevard. Et ce boulevard, tu l'as pris en étant un mec à l'aise face à une caméra, avec une bonne pédagogie, tu es capable d'expliquer les choses vraiment bien, bon tutoriel et tout. Puis tu avais un bon décor, une bonne caméra, un bon son, une bonne lumière. Je veux dire, à un moment, du coup, ça paraît évident en fait. Moi, ça me paraît évident. Et du coup, je t'avais déjà transmis que je n'étais pas très inquiet sur l'attraction que tu allais avoir dès les premières semaines, les premiers mois, que ça pouvait aller assez vite, notamment par certaines astuces, certains hacks que tu avais peut-être déjà vu de toi-même, hein, de toute façon, mais je suis pas surpris que ça aille aussi vite, et je pense que du coup, tu n'es pas au bout de tes surprises. J'imagine que tu peux avoir encore une meilleure croissance qu'aujourd'hui. Je pense pas que tu pourras à terme faire forcément x3 sur ta croissance aujourd'hui du nombre d'abonnés que tu gagnes mensuellement, etc. Parce que je pense que le bassin est limité quand même au nombre de recherches et au nombre de personnes que tu as tous les mois qui cherchent des trucs en rapport avec Shopify. Maintenant, est-ce que tu connais un peu tes chiffres? J'ai vu une grosse baisse déjà là. Il y a eu un sacré pic où j'ai fait 2 ou 3 mois à... j'ai dû faire 2 mois à 1500 abonnés. Ok. J'avais... alors, je suis très nul en maths, donc là, les matheux vont en perdre leurs cheveux, mais j'avais genre entre 40 et 50 abonnés par jour. 4 x 3, c'est bien. 12. C'est très très bien. 5 x 3, 15. Ouais, si, c'est ça. Non, c'est très bien. Si je compare à mes chiffres, du coup, c'est excellent. J'ai eu 2 mois, et là, par contre, là, je suis redescendu. Je suis à 1000. Ça fait plusieurs mois que je suis à 1000 abonnés par mois. Et je suis monté jusqu'à... en vue, je crois qu'en vue, ça augmente carrément. Encore. Au début, j'étais à 39. Là, je suis monté rapidement à 42. Là, je crois que je suis à 47 000 vues par mois. Donc, de ce côté-là, voilà où j'en suis à peu près. Mais j'ai quand même vu, à un moment, plein de gens d'un coup. Beaucoup. Et là, c'est un peu plus ralenti, on y va plus tranquille. Ce qui fonctionne très bien, c'est le Telegram. La liste email aussi, c'est n'importe quoi. Là, je suis à 3000. Avec un 35% de taux d'ouverture. Donc, en fait, moi qui pensais au début que... On en avait parlé ensemble d'ailleurs. Je pensais que... Parce que ma méthode pour obtenir des emails, c'est juste que je fais des résumés en mind map de mes grosses formations vidéo. Et donc, je me disais, bon, ça va me faire avoir... Formations qui sont dispo gratuitement sur YouTube. bien sûr. Mes grosses formations vidéo de plusieurs heures disponibles sur YouTube. Allez voir d'ailleurs Shopify US. L'idée, c'était de faire ça. Et je me disais que j'aurais pas forcément la liste la plus qualifiée du monde, quoi. J'aurais surtout des gens qui veulent le document, mais après qui n'y restent pas.
Et en fait, 35% de taux d'ouverture, ma foi. Alors, moi, j'avais aucune idée en termes de taux d'ouverture de ce qu'il fallait. Donc, toi, tu m'avais dit, genre, au-dessus de 30%, c'est bien, en dessous de 30%, c'est pas bien. Ouais, c'est un peu plus j'allais dire nuancé que ça. Oui, Je peux pas dire le mot nuancé. Le Il y a ventre un mou, il est entre-deux, là. Louis, quand même. Le- Enfin, non, mais c'est puis parce que je sais que moi, quand j'ai connu les standards de l'industrie étaient plus bas que ça en moyenne pour les formateurs, je pense, il y a quelques années, mais est arrivé certaines technologies, notamment côté Apple, me semble-t-il, qui biaisent complètement les taux d'ouverture. Et en fait, absolument toute industrie a des taux d'ouverture vachement plus élevés Ouais. que ce que j'ai connu à l'époque. Le problème, c'est que moi, je compare toujours ça à mes débuts, à mes premières années dans le business. Et donc, j'ai l'impression que mes taux d'ouverture sont extraordinaires, moi aussi, puisque je peux taper les 40% facilement. Et je pense qu'en effet, j'ai des bons taux d'ouverture parce que je sais faire de l'email marketing. Mais, petit astérix, je pense que il y a des choses qui ont changé. Je sais que. Alors, du coup, c'est quoi je crois que c'est le webmail d'Apple. Enfin, l'application de messagerie d'Apple qui Ouais. ouvre automatiquement. Mais je sais pas s'il y a que Apple qui fait ça. Je pense qu'ils sont plusieurs à faire ça. Je crois. Enfin, ça me parle pas du C'est tout peut-être chez que Apple, Apple. moi. C'est pas Apple qui fait ça. Je crois pas Il me parce semble que que. c'est chez Apple que ça fait ça. Ok. Mais du coup, les taux d'ouverture sont tous plus élevés pour tout le monde. Ok. Et en fait, ça veut pas dire que les gens les ont regardés. Ça veut juste dire que l'email est ouvert mécaniquement, Ouais, mais bien sans qu'il y ait sûr, un ouais. être humain qui l'ait ouvert vraiment. Et donc ça change un petit peu les chiffres. Moi, c'est vrai qu'après, du coup, là maintenant, je peux faire du 40% facilement. Si je fais un truc incroyable, ça m'arrive de monter à plus, 45 ou voire plus. Ouais, c'est beaucoup. Mais ouais, je pense que c'est des très bons chiffres quand même. En général, au-delà de 30, je dirais que c'est des bons chiffres. Strict de manière objective, en tout cas, à 30% de taux d'ouverture en email marketing, sans parler Ouais. d'Apple ou de quoi que ce soit, c'est bien. Évidemment, oui, c'est très très bien. Après, tu m'as dit que ta liste était plus ou moins bien qualifiée, ou en tout cas que tu arrivais plus ou moins bien à vendre dessus. C'était pas parfait, je J'ai crois. beaucoup plus vendu sur Telegram. Non, je te Ouais, dis c'est beaucoup ça. plus. Non, je te dis beaucoup plus, mais non. C'était 50-50. Sauf que sur Telegram, Hmm. ils étaient 300 et par mail, ils étaient 2500. Et ça a fait 50-50, en sachant que sur Telegram, ils avaient une petite promo supplémentaire et un nombre de places limité. Hmm. Donc forcément, ça a quand même un peu plus boosté. Je pense que je testerai ça de manière globale pour mon prochain lancement. Le nombre de places limitées, ça a vachement bien fonctionné. Ouais. Donc je pense que je vais tester un truc comme ça. Et surtout, en fait, moi, autre chose aussi qui fonctionne très bien pour la formation, c'est que toi, ils n'ont pas vraiment de référence. Je pense quand quelqu'un achète une formation WordPress, il n'a pas forcément d'autres formateurs en tête où il a vu des prix, etc. Mais c'est pas. Enfin, Un peu quand même, hein. Si, un peu quand même. Ouais, un peu quand même. Bah, ça dépend des sujets. Ok. Il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas trop le choix, hein. C'est vrai que s'ils vont pas chez moi, ils vont chez personne. Certains sujets, par exemple, une formation pour apprendre à faire un site pour un restaurant. Ouais. Bon, je pense que si on creuse sur Google directement, on peut peut-être trouver quelque chose, c'est possible. Mais c'est pas évident, tu Ouais. vois. Ok. Là, je suis assez tranquille. C'est pas un sujet super sexy avec plein de formateurs qui te vendent du rêve et tout. Tout le monde s'en fout. C'est vraiment certaines personnes qui ont des besoins très précis. En plus, c'est très excitant de bosser sur une formation Ouais, comme ça tu parce que du m'étonnes. coup, tu t'intéresses de près au restaurant. Bah ouais. Et du coup, tu regardes le business des restaurants, tu regardes comment tu peux les aider et tout. Donc, c'est plus excitant qu'il n'y paraît. Mais j'ai pas trop de concurrence, effectivement. Par contre, sur des formations WordPress au sens large, la formation WordPress, c'est quand même, il y en a beaucoup, hein. Ok. Il y en a vraiment beaucoup. C'est juste que ce qui est plus rare, la formation WordPress, c'est vu comme des trucs professionnalisants et tout, Ah oui. un peu pompeux, tu vois. Et ce qui est plus rare, c'est juste le personal branding. Ce que moi j'ai, Hmm. et ce que une, deux, trois autres personnes ont sur mon marché, pour les plus gros en tout cas. Des formations WordPress, il y en a vraiment beaucoup si tu regardes sur Google et tu prends la SERP 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, il y en a des kilotonnes. Mais voilà, moi j'ai une grosse visibilité parce qu'il y a moi Mais en c'est tant ça, que ouais. voilà, créateur, youtubeur, à faire du tutoriel, etc. Et ça, il y a le personal branding, ça joue énormément. Et je pense que c'est ce qui m'a fait passer devant tout le monde assez vite, assez facilement. Quand je dis devant tout le monde, c'est je connais pas les chiffres des autres, mais j'estime que je suis probablement un des plus gros formateurs, j'imagine, WordPress. Je sais. Après, je me suis jamais comparé à des trucs un peu plus institutionnels, donc je sais pas trop, tu vois, en vérité. Il doit y avoir des trucs un peu plus tradis qui se vendent pas spécialement via des vidéos YouTube, Mhm. mais par d'autres canaux d'acquisition et qui font des chiffres qui n'ont rien à voir avec les miens, notamment parce qu'ils ont l'éligibilité CPF ou des Ouais, choses comme ça. ça. Et là, dans ce cas, à mon avis, il y a des gens qui font le double de ce que je fais et qui font pas une seule vidéo YouTube. Et ça n'a rien à voir avec la manière dont je travaille, je pense. Ouais, tout à fait. Mais à l'inverse, du coup, moi, dans mon activité, tout le monde, en gros, hein, la plupart quand même, me mélange avec des formateurs dropshipping. En tout cas, ceux qui achètent, Ouais. ceux qui achètent mes formations.
Et les formateurs de dropshipping ont la fâcheuse manie de vendre toutes leurs formations entre 700 et 1500 balles. Donc forcément, quand moi j'arrive avec des tarifs bien plus faibles et avec un truc qui a l'air beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparent, beaucoup plus concret aussi pour certains, et bah du coup, je me doute que ça a quand même pas mal joué, quoi. Les mecs ont l'habitude de voir des formations à 6, 7, 8, 900, tu vois, tous les 697, 897, 997, on les connaît ceux-là, tu vois. Et bah du coup, moi quand j'arrive avec une formation à 400 balles en promo à 178, je pense que ça a pas mal aidé quand même pour que y en ait pas mal qui trouvent ça intéressant. Et donc toi, est-ce que c'est quelque chose qui te travaille, l'idée de si tu vends moins cher, la valeur perçue est quand même vraiment plus basse, qui est quand même un vrai sujet parfois dans certains produits, la manière dont tu le vends et tout. C'est quelque chose qui, là, c'est tes débuts, hein, donc je te pose peut-être la question trop tôt, mais est-ce que tu penses que ce sera un enjeu pour toi à te dire je veux vendre vraiment moins cher, mais du coup, parce que c'est vrai que si tu apprends une formation qui t'apprend du e-commerce de A à Z, tu prends une grosse formation, ça paraît normal que ce soit quelque chose qui te coûte dans l'esprit des gens 1000 euros, 1500 euros. En fait, je pourrais même te dire 2000 euros, 3000 euros, ça paraît normal en fait. Il suffit de comparer ça à des études. C'est le prix normal que les gens auraient en tête. Toi, quand tu arrives et que tu fais des trucs comme ça sur YouTube et que tu vends quelque chose de 200 euros, est-ce que tu penses que c'est un enjeu pour toi, la valeur perçue justement? Alors, c'est une bonne question et en même temps, pour l'instant, je me la pose pas trop. Je sais qu'elle va se poser à un moment. Déjà, là, le 200 euros, c'est en réduction. Donc, le vrai prix, c'est 400. Et honnêtement, d'ailleurs, j'ai eu des gens qui me l'ont dit, ça fait très plaisir. Pour 400 balles, c'est pas cher. Parce qu'il y a quand même 8h30 de contenu, beaucoup de choses, un rendez-vous en plus avec moi. Enfin, il y a pas mal de trucs quand même. Hein. Je pense que si on avait fait le truc ensemble de A à Z, parce que tu aurais eu du temps illimité évidemment, mais si on avait fait le truc ensemble de A à Z, à mon avis, au final, tu m'aurais dit de mettre ça un peu plus cher. Moi, je me le dis. Maintenant, c'est pas grave. Je pense que le prix va augmenter, sûrement avec les nouveaux modules, les nouveaux trucs, etc. Là, ce soir, demain, je fais augmenter le prix des coachings. Je déteste le mot coaching, mais des rendez-vous où je réponds aux questions des e-commerçants. Je le fais passer de 49 euros les 45 minutes, ce qui est très peu, à 100 balles direct. Parce que du coup, c'est plus dans mes prix, en fait. C'est plus dans les prix dans lesquels je vends mon temps d'habitude. Donc forcément, je sais que ça fait augmenter la valeur de la formation aussi. Parce qu'il y a un rendez-vous qui est inclus dedans. Donc d'un coup, c'est plus 49 euros. Enfin, c'est plus gratuit au lieu de 49 euros, c'est gratuit au lieu de 100. Donc forcément, ça augmente la valeur perçue générale. Donc je sais que j'aurai un souci de valeur perçue à un moment. Et que je sais aussi qu'à un moment, j'aurai un produit cher. Quand je dis cher, c'est plusieurs centaines, voire plus de 1000 euros. 1000 euros, plusieurs centaines, bip, de milliers d'euros, quoi. Non, plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Je sais que j'ai envie d'avoir ça, tu vois, un truc où il n'y a que des happy few, tu vois, que quelques-uns qui vont en profiter, qui pourront en profiter, un truc qui sera sympa, où je vais vraiment suivre des business et tout ça, j'ai vraiment envie de le faire. Mais pas maintenant, pour l'instant, c'est de la formation, je vais garder le modèle sur lequel je suis actuellement. Je vais l'étoffer un peu, faire un truc un peu plus sympa, mais ce modèle-là me plaît bien et il n'est pas hyper compliqué à mettre en place en plus, donc c'est cool. Et les gens sont très contents. Je pense que tu vas te poser la question, ça agit un peu comme un tamis, si tu veux, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, avec l'expérience qui va s'accumuler et tout, tu vas te poser la question de où se trouve mon... Et ça, c'est une question que tous les business peuvent se poser. Hein. Où est mon point d'inflexion? C'est-à-dire, je veux vendre plus cher, il y a moins de personnes qui vont acheter, mais je vais quand même gagner plus d'argent. Et en fait, si tu cherches à trouver ce point d'équilibrium à un moment où tu te dis, en fait, ça ne me dérange pas d'avoir moins de clients. Alors les gens se disent, bah oui, c'est moins accessible pour moins de personnes, c'est dommage. Oui, mais c'est que quand je fais ça, j'ai aussi moins de travail, moins de support, moins de choses. Je préfère vendre à moins de personnes plus cher. Mais jusqu'à quel point ça marche, à partir de quel prix tu vends finalement beaucoup. Et là, voilà, admettons que je fasse... je dis une fausse somme, hein, par exemple. Admettons que je fasse 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas vrai. Est-ce que je préfère du coup vendre tel que je fonctionne aujourd'hui? Ou alors si je pouvais appuyer sur un bouton magique, est-ce que je préférerais pas vendre à une seule personne un produit à 15 000 euros tous les mois? C'est la grande question du point d'inflexion justement, de où je mets le curseur pour mon pricing. Et tu vas te la poser aussi parce que je pense que tu te la poseras quand tu vas accumuler davantage d'autorité, de crédibilité. C'est-à-dire que ça, c'est juste le poids des années, la sagesse. Au bout d'un moment, les gens, tu seras tellement évident, incontournable et tout, que tu vas te dire, je peux évidemment augmenter mes prix parce que c'est moi, tu vois, en toute modestie, mais genre vraiment, c'est vraiment le raisonnement.
Et donc, du coup, naturellement, tu seras content d'augmenter tes prix et tu vas voir que tu vas faire moins de ventes, mais tu vas peut-être gagner autant ou plus. Et en fait, moi, à partir du moment où je gagne autant en faisant moins de ventes, pour moi, c'est gagné en fait. Oui. C'est déjà ce que je cherche. C'est une question que je me pose constamment. C'est un fantôme de mes nuits. Et je m'endors sur cette question tous les soirs. Je me pose tout le temps la question, quel est le bon pricing, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et tu vas te la poser aussi, j'imagine, beaucoup. Peut-être qu'il y a des petits produits que tu vas faire où tu te diras ça vaut plus le coup parce que justement je vends pas énormément, mais je sais pas, il est pas très cher, mais peut-être que, enfin si je le vends énormément, mais ça me fait pas mal de support ou de choses, ou la formation faut la mettre à jour souvent. Il y a des petites questions comme ça aussi. Bref, c'est tout une maestria un petit peu, je trouve, d'avoir un catalogue de formation. Et ça me fait penser que j'ai une question pour toi. Donc j'en profite pour ce podcast. Allons-y. Je pense qu'après, si tu veux, on pourra changer de sujet, basculer sur, parce que ça fait un moment, je pense qu'on parle de vraiment de la formation en ligne et de nos métiers là, de ce qu'on fait. Donc on pourra basculer. Mais vas-y. Je te pose une petite question vite fait et après on bascule. Avec quelle rapidité tu as mis en place dans ton activité de formateur en ligne toute la partie tracking, suivi des évolutions du mois, suivi des ventes, le tableau Excel avec les ventes par lancement, etc. Est-ce que tu l'as fait dès le début direct ou est-ce que tu as traîné un peu et tu l'as fait au bout du 2e lancement ou 3e ou 4e ou 5e? Alors il faut juste clarifier de quoi on parle quand tu dis ça, parce que moi par exemple je suis pas vraiment un monsieur tracking, donc ça c'est plus quelque chose qui pêche chez moi. Par exemple, faut pas me demander mon taux de conversion sur une page, je le connais pas. Ok. Donc, et ça, je pense que c'est une erreur business basique que je fais parce que on fait des tonnes d'erreurs, on n'a pas toujours le temps et j'ai pas pris ce temps-là pour bosser là-dessus spécifiquement. Mais il y a des tas de trucs que je sais pas de mon business et je pense que j'ai commencé assez tardivement à récolter plus de data historique pour savoir un peu où me situer, etc. Par exemple, à un lancement, j'ai fait tant d'euros sur tout le lancement, puis ensuite j'ai fait tant d'euros le dernier jour spécifiquement. Donc ça, c'est quelque chose que je récupère tout le temps comme données maintenant. À chaque fois que je fais une semaine de promo ou un lancement de formation, des choses comme ça, je regarde toujours l'intégralité. Et ensuite, je regarde la distribution des revenus sur l'intégralité, en particulier sur le dernier jour. Spécifiquement, je calcule le pourcentage du dernier jour parce que c'est assez fréquent d'avoir 25, 30, 35, 40% ou plus de chiffre d'affaires juste le dernier jour quand tu fais un lancement de produit. Mais ça, c'est quelque chose que je récolte, des données, depuis, je sais pas moi, 5 lancements ou 5 lancements / semaine de promotion. Donc j'ai vraiment tardé avant de faire ce genre de choses. Un an et quelques. Ouais. Par contre, le tableau que je t'ai montré plusieurs fois où je sépare vraiment avec mes différentes sources de revenus que je prends mois par mois et tout, ça je l'ai fait quasiment dès le début. Ok. Donc ça dépend de quel sujet on parle. Et là, moi, l'enjeu pour moi maintenant, dans la mesure où je continue de faire des formations X temps, tu vois, donc ça je sais pas encore trop comment ça va se passer, c'est de me professionnaliser davantage sur l'aspect data-centric, tu vois, du business. C'est-à-dire en fait, je prends des décisions logiques. Pour qu'elles soient logiques, il faut qu'elles soient basées sur des données. Donc si j'ai pas les données, c'est juste du doigt mouillé, ce que je fais depuis des années. Ça marche bien quand tu es un peu artisan de ton truc, que tu as de l'expérience et que tu emmagasines plein de trucs dans ton subconscient, tu sais plein de fois quelles sont les bonnes décisions à prendre, même si tu n'as pas les données sous les yeux. Mais si tu veux vraiment optimiser ça et faire les choses le plus sérieusement et logiquement possible, il faut arrêter de le faire artisanalement et il faut récolter des données. Et ça, c'est plein de trucs que je fais pas. Je récolte pas les taux de conversion de mes pages. Il y avait un autre truc que je récoltais pas récemment, je sais plus ce que c'était, où je me suis dit merde, je le fais pas. Par exemple, je voulais mettre en place un système de tracking à la Highrows, qui est un outil qui te permet de traquer vraiment à travers faire de l'attribution en fait. Okay. En gros, ça va traquer un contact un contact que tu récoltes par mail. Et ensuite, tu vas être capable de retracer absolument tout de ce contact. Parce que le système se charge d'avoir plusieurs points de data sur ce contact-là. Il y a l'adresse email, il y a l'adresse IP, il y a l'appareil, il y a plein de trucs. Donc des fois, si par exemple, il fait un achat et que l'achat, il le fait via le même appareil, etc., mais qu'il ne l'a pas fait via son adresse mail que tu avais dans ton CRM, eh bien, ce système-là, Highrows, il est quand même capable de savoir que c'est toujours lui. Okay. Donc, il va rassembler Donc, en fait, c'est un méga système de tracking qui te permet de savoir vraiment tout. Donc, à partir du moment où les gens même cliquent sur un lien pour aller sur ta page de capture et donner leur adresse email pour avoir ta newsletter, à partir de là, tu vois, il va savoir que ça vient de YouTube, par exemple, de telle vidéo. L'intérêt de ce système, c'est par exemple d'avoir un lien unique sous toutes tes vidéos YouTube.
un lien unique sur Instagram, sur TikTok, machin, et de voir qui vient d'où, et ensuite d'avoir même de connecter ça à ton système e-commerce. Shopify, ce serait très facile, et de savoir du coup combien d'euros te rapporte chaque contact, si chaque contact, combien il t'a rapporté au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, et de faire des décisions un peu plus matures de business qui ne sont pas des trucs qu'on fait quand on débute. Par exemple, de dire je suis prêt à payer tant en publicité pour un contact parce qu'en moyenne, sur plusieurs années de data, je sais qu'un contact me ramène tant après X lancement de formation, et donc en fait tu fais des trucs à perte sur le court terme parce que tu sais qu'au bout de 6 mois ou 1 an, tu gagnes de l'argent. Qui sont des trucs que tu fais que quand tu es avancé en vérité. Ouais, je vois. Mais donc c'est un méga système de tracking qui permet tout ce que je viens de dire à la fois, et ça je me suis intéressé il y a quelques mois, c'est quelque chose que je fais pas justement, et qui est typiquement dans la veine de je suis pas assez data-centric dans mon business. Il faudrait que je fasse davantage ce genre de choses, parce que je pense que ça me permettrait de gagner en maturité dans mon activité et d'aller chercher de la croissance assez facilement avec des décisions logiques que je peux pas voir maintenant parce que j'ai pas les données. Par exemple, de voir les vidéos qui font le plus de vues, moi c'est le cas en l'occurrence je pense, mais admettons, les vidéos qui font le plus de vues sont pas les vidéos qui m'apportent le plus de contacts, qui m'apportent le plus d'argent derrière, par exemple. Tu peux voir ce genre de choses très facilement avec un système comme Hyros. C'est quand même assez cool. Ok, ouais, ça a l'air très intéressant, parce que du coup, en fait, c'est cher, je te le dis d'avance, hein. Ouais, tu le feras pas dès le début. Je me doute, je vois le $200 par mois ou même plus, au moins. Oui, c'est un peu plus. C'est marrant que tu aies dit que tu y pensais avant de t'endormir et tout, pour le prix et tout, parce que du coup ça m'a fait penser au fait que hier soir, pour m'endormir, en fait, enfin pour m'endormir non, ça m'a empêché, mais d'un coup j'ai ouvert les yeux dans mon lit comme ça et j'ai dit j'ai pas fait de tableau Excel où j'ai écrit combien j'ai fait pour ce lancement et pour le dernier jour et tout. C'est du pifomètre, quoi. Enfin, je sais à peu près, mais j'ai pas la data précise. Il faut que j'aille la chercher dans l'outil que j'utilise et tout pour que ce soit vrai. J'ai fait quelques ventes après, donc ce serait biaisé. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve le temps de le faire. Comment je vais faire tu vas vraiment te remercier de l'avoir fait en plus. Ça m'a paru grave, quand tu fais rétrospectivement, d'avoir les données pour le moindre truc auquel tu penses. Mais des fois, c'est des trucs auxquels tu sais pas. Tu gardes des données sur tout. Imagine que tu es juste en train d'entraîner une IA, mais l'IA c'est toi ou c'est ton entreprise, et tu es en train de construire un dataset. Et ce dataset, tu as besoin de récupérer n'importe quoi. Je fais un exemple con. Si demain tu fais un webinaire juste pour aider les gens, tu dis j'organise un webinaire, et c'est même pas pour vendre quelque chose le webinaire, c'est juste pour faire quelque chose en groupe et tout, et pour leur apprendre quelque chose. Évidemment, toi, ton intérêt c'est de capturer beaucoup d'emails pour cet événement-là, et ensuite tu fais un webinaire cool et tu leur apprends plein de trucs. Tu captures même le nombre d'emails, tu enregistres le nombre d'emails que tu as capturé pour ce webinaire. Tu sais combien d'emails t'as rapporté ce webinaire. Ça, c'est justement, c'est de la data aussi. Il faut que tu récupères tout ce que tu peux, parce que plus tu as de dimensions de ton activité, plus tu as des données et plus tu peux prendre des décisions intelligentes sur le long terme. Et les trucs de données, c'est vraiment des trucs de gens qui sont forcément plus avancés, et ce serait une perte sèche de temps quand tu fais ces trucs-là au début, de trop te prendre la tête si tu n'as pas encore réussi à ne serait-ce que faire ta première formation, ta première vente et tout. Faut pas t'intéresser à ces trucs-là. Ouais, avant, il faut pas. Mais par contre, c'est vraiment les petits trucs d'optimisation qui sont hyper agréables, satisfaisants à faire, et que tu peux te permettre de commencer à faire dès ton niveau de mon point de vue. Donc récolter un maximum de données à chaque fois que tu penses à récupérer un truc, récupère-le. Tu te le notes sur un petit, je sais pas, Notion, ce que tu veux. Et tu verras que dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas regarder et comparer en permanence avec ce que tu faisais les années passées et tout. Et ça a beaucoup de valeur. Je vais m'intéresser à ça. Je vais me jeter là-dedans. Si je trouve du temps. Mais ouais, tout à fait. Ça me fait penser sans transition à quelque chose qui va permettre d'introduire, parce que je devais... à la base, j'avais prévu de préparer un petit sujet pour aujourd'hui. Finalement, j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas 15 assistants qui s'occupent de tout ce que je dois gérer, et en même temps parce que j'ai juste pas priorisé le temps. Mais donc, je le ferai sûrement pour la semaine prochaine. Enfin, pour le prochain podcast en tout cas. Mais du coup, ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu penses, et on rentre dans les questions un peu touchy, quel est ton avis à toi sur la peine de mort? Qu'est-ce que t'en penses, et est-ce que toi tu la mettrais en place ou pas? Voilà, allons-y, rentrons dedans à fond. Ah oui, toi tu passes de récupérer des données dans mon entreprise en fait. Qu'est-ce que tu penses de la peine de mort? Putain, c'est vraiment le mec un peu gênant. Comment je fais pour... Qu'est-ce que je lui dis? Dans mon cerveau, j'ai eu une pensée rapide. Je comprends bien ce que tu fais, du coup, il n'y a pas de problème. Tu es normal, Louis, je te prends pour quelqu'un de normal. Ouais, mais attends, je l'explique pour les gens qui nous adorent sur TikTok et sur YouTube Short. Là, en fait, c'est juste que
Sinon, si je ne fais pas cette transition brute, on va continuer pendant des heures à parler de formation. Donc, transition brute, comme ça on enchaîne et on... Peine de mort. Peine de mort immédiatement. Ok. Non, mais je vais prendre un ton grave maintenant. Merci. Parce qu'on va parler de la peine de mort. Tu penses que tu me prendras souvent à part comme ça sur des sujets sur lesquels je suis pas forcément sûr de savoir ce que je vais... Tu veux anticiper? Parce que du coup, le podcast risque de me prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que ça veut dire que j'ai passé des heures et des heures de mon temps en permanence comme on disait il y a quelques épisodes, tu vas me forger une opinion sur des trucs, à devoir faire des recherches et tout, Non, mais ton à opinion, prendre des notes, et du coup, ça va être infini, quoi. ton Tout ça à opinion, cause du podcast. Ton opinion, ça peut être que tu n'as pas d'opinion. Ouais, la vérité, c'est qu'il faudrait que je fasse comme Elon Musk, tu sais, dans ses interviews, c'est-à-dire un blanc de 10-15 secondes pour réfléchir à un truc, mais ce serait vraiment pas... Ça tourne d'un coup, il y a tout qui se met en marche. Du coup, là, tu fais une petite musique d'ascenseur là tout de suite, et puis je réfléchis profondément à la question. Okay. T'as 10 secondes pour faire une petite musique, tu leur fais une petite chansonnette, ok ? Ok. Ça marche. C'est parti. Tapez dans YouTube Shopify OS et allez vous abonner. Même si vous êtes 100, c'est déjà très bien pour moi. Donc allez-y, foncez, vous verrez, il y a des super tutoriels. Si jamais vous ne connaissez pas bien Shopify, vous pouvez quand même aller jeter un œil, ce sera forcément intéressant pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. C'est une plateforme qui est géniale. Moi, je vous la présente du début à la fin. Il y a des tutoriels gratuits, des vidéos gratuites. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller vers mes formations payantes. Pour ceux qui veulent apprendre juste la base, tout est gratuit. C'est un plaisir. Allez jeter un œil à tout ça. Merci pour cette petite musique d'ascenseur, comme je décrivais, qu'il fallait faire juste à l'instant. Si on pouvait mettre ça dans tous les ascenseurs, ce serait top. Mais tu m'étonnes. Ok. Sur le sujet de la peine de mort, Louis, ce que j'en pense, c'est que c'est un sujet qui est très sensible pour moi parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de décider si quelqu'un doit vivre ou mourir. Okay. Je n'arrive pas... En fait, je pense que même si c'est un sujet de société et que tout le monde peut avoir un avis dessus, j'ai l'impression d'être plus à l'aise à l'idée de me dire qu'il y a des gens dont c'est le métier d'avoir un avis sur cette question. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et donc je me vois dis... trop bien ce que tu veux dire, malheureusement. Malheureusement. Mais du coup, tu vas... Après, je pense que je vais pas... Parce que là, tu vas te dire, oh, putain, du coup, Alexis, ventre mou et tout. Je pense que je suis pas comme ça sur tous les sujets. Non, je vais m'affirmer sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, le transhumanisme, j'avais... je pense, un avis assez clair de ce que je pensais et tout. Et en l'occurrence, j'ai pas dit oui, je pense que c'est bien, mais peut-être pas trop non plus. Tout à fait. Je suis allé un peu plus loin que ça. Mais sur le sujet de la peine de mort, je t'avoue que, en fait, je pense très sincèrement que je n'y ai pratiquement jamais réfléchi. Okay. Je n'en ai pratiquement jamais parlé avec personne autour de moi, ou très très peu. Je pense pouvoir dire, sans trop mouiller, que l'opinion dominante, ce serait d'être contre la peine de mort. Je pense que du coup, je me trompe. Je crois que l'opinion dominante en France, c'est pour. C'est pour ? Ouais. D'accord. En France ? Oui, dans le peuple évidemment, hein, pas dans l'État, mais l'opinion générale, je crois que c'est pour. Ok, parce que ça découlerait d'une insécurité peut-être forte ressentie dans le pays. Où ouais, sûrement. Parce que du coup, c'est un peu... Ce qui n'est pas lié du tout, hein, du coup, parce que la peine c'est de un mort... peu lourdingue comme, tu vois, genre insécurité, on est pour la peine de mort en général parce qu'il y a vraiment des gens qu'on veut voir guillotiner. Voilà, c'est ça. Je veux bien, mais avant ça, il y a la casse-prison, tu vois. Exactement, et puis même au-delà de la casse-prison, c'est juste genre les personnes qui créent de l'insécurité, si la peine de mort est en place, c'est pas eux. C'est pas eux, tu vois. Rassure-moi. Oui. Rassure-moi. Mais non, mais je me demande pourquoi historiquement, du coup, moi, je pensais vraiment, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je parle de ce sujet-là avec n'importe qui dans mon entourage, les gens vont être mal à l'aise à l'idée de se dire. Mais là, t'es dans. On est pour la peine de mort. Mais là, tu tombes dans la bulle de ton niveau de vie, la bulle familiale, la bulle sociale. Ouais. Et c'est-à-dire. C'est-à-dire que la majorité des gens, c'est pas les gens qu'on peut côtoyer. Quand je parle de l'immense majorité des gens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. On est dans mais c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des sujets, c'est souvent des sujets qui sont d'ailleurs très politisés, mais il y a des sujets qui sont
Ce qu'on appelle, tu sais, une expression ô combien que j'aime, ce qu'on appelle la doxa dominante. Et ce sujet-là, souvent, il y a des sujets en fait qui mettent à peu près tout le monde d'accord, juste parce que c'est pas que les gens veulent vraiment y réfléchir, c'est juste que c'est évident, c'est l'opinion dominante et personne ne le remet trop en question. Et c'est le truc, c'est le sens du courant, tu vois. Et je pensais qu'en fait, être contre la peine de mort, c'était à peu près dans le sens du courant, comme un certain nombre d'autres sujets plus ou moins clivants, tu vois. Eh bien, figure-toi, Alexis, que j'ai des chiffres. Déjà, au moment où la peine de mort a été abolie, il y avait encore 61% des Français qui étaient pour. Donc c'était clairement pas un choix... non, pardon, 63, carrément. 63. Ouais. Donc c'est clairement pas un choix du peuple. Ça, premièrement, ok. Mais ça reste un sujet assez clivant aujourd'hui. Alors, j'ai peut-être fait une légère erreur sur le côté majorité. Mais en 2020, il y avait 55% qui étaient pour. Quand même. Donc là, c'est en majorité. En 2021, 50%. Ça avait baissé quand même de 5%. Et là, globalement, je crois que depuis, ça baisse globalement pour varier entre 48 et 44. Pour. Donc globalement, les Français sont pour. Ce qui est assez intéressant, je trouve. Je sais pourquoi je pensais que les gens étaient majoritairement contre. Je pense qu'on vit quand même dans une société où l'idéologie va plus à une tendance de la déresponsabilisation des gens, en disant c'est pas leur faute, ou il y a un trouble, je sais pas quoi, il y a un mal-être, etc. Des choses comme ça, tu vois. Et ça, comme je me suis dit, c'est l'opinion dominante. Ça découle naturellement sur à qui est-ce qu'on oserait donner la peine de mort, tu vois, en sachant que pour beaucoup de gens à qui on pourrait les donner, peut-être, bah oui, c'est des malades mentaux ou c'est pas vraiment leur faute, tu vois, parce que c'est vrai que les gens qui sont les plus désinhibés, tu vois, on en parlait en plus ensemble, les gens qui sont les plus fous, les plus désinhibés, bah il y a la question de la responsabilité, de se dire est-ce que c'est leur faute en fait, est-ce qu'ils ont vraiment, donc qu'il faille les enfermer, ça c'est une chose, pas de problème, qu'il faille les isoler de la société complètement, voilà, mais qu'il faille les tuer. C'est lourd en fait comme de dire, parce qu'en fait je pense que si les gens n'osent peut-être pas avoir un avis tranché, parce que je pense que à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas forcément à l'aise à l'idée d'être vraiment oui ou vraiment non, parce qu'il y a une petite part d'eux qui se disent ouais, il y a vraiment des gens qui le méritent quand même, et il y a une grande part d'eux qui se disent attends, si je dis que je suis pour la peine de mort, c'est un peu comme si j'assumais moi de dire oui, je veux que cette personne meure, comme si j'avais la responsabilité de dire oui, tuons cette personne, et que j'étais prêt en fait à aller appuyer sur le bouton ou sur la guillotine pour tuer cette personne moi-même et d'en être responsable. Si je dis oui, alors que j'émets juste une opinion, mais s'il y avait un référendum, tu veux dire. Les gens, ils sont plus prêts à répondre à un sondage que répondre à un vrai référendum où tu dois vraiment cocher la case et te dire en fait là, mon coup de stylo va peut-être entraîner la mort de quelqu'un un jour. Ouais. Tu penses que les gens seraient non, mais juste dire pour ou contre la peine de mort dans un repas de famille par rapport à un truc anonyme. Bien sûr. Voilà, oui, parce que alors oui, je pense qu'à la limite, ce serait plus facile de dire non. Ce serait plus facile de dire que je suis contre. Il y a un biais quand même très fort à dire. C'est pour ça que je me suis dit c'est plus facile. Tu glisses facilement sur le je suis contre. Donc je me suis dit conséquence, la majorité des gens sont contre, en tout cas en apparence. Donc le vrai sujet, ça peut être déjà ça. Est-ce que on rend les gens entièrement responsables de leurs actes, indépendamment peut-être des maladies les plus graves, et encore même pour ces personnes-là, si elles commettent un acte grave, bah du coup qu'est-ce qu'on fait? Et du coup le deuxième sujet. Je sais plus ce que c'est le deuxième sujet. Attends, j'ai perdu la responsabilisation. Ah oui, non. Le deuxième sujet, c'est qui. Oui. C'est de qui on parle en fait. C'est ça qui est important. Si tu me décris un truc horrible, franchement, ça va être vraiment beaucoup plus facile de me tirer les verres du nez et de dire bah oui, vas-y, allez, tuons-le. Enfin, tu vois, limite, je peux le dire sur un ton léger, tu vois. Non mais tu vois, donc ça dépend de la gravité des actes aussi. Et je pense que quand les gens disent pour ou contre la peine de mort, peut-être qu'on oublie aussi de définir pour qui. Donc je sais pas si on peut se permettre de débattre le pour qui, parce que ça va nous obliger à sortir tout un tas de choses horribles sur ce podcast. Moi j'avais je sais pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Moi j'avais un pour qui sans choses horribles. Ok. Moi j'ai eu très longtemps, pendant plusieurs années, notamment sur la partie où je m'intéressais beaucoup à la politique et je voulais même un peu en faire mon métier, j'étais clairement pour. Mais clairement pour dans un cadre extrêmement précis, qui est le cadre sans équivoque. C'est-à-dire le cadre où il n'y a absolument aucun doute. Aucun,
mais je veux dire 0,0 quoi. Le cadre où le procès, c'est une anecdote obligatoire. Mais le cadre où il n'y a aucun doute sur la personne, sur ce qui a été commis, et que ce qui a été commis rentre dans la longue liste des trucs absolument abominables. Ok. Ça, j'étais pour dans ce cadre-là. Ensuite, évidemment, on m'a opposé le truc de on n'est jamais vraiment sûr à 100%. Parce qu'il y a des types, c'est sûr, dans le lot. Il y a des types en prison actuellement qui en fait sont des innocents et on a l'impression qu'on est sûr. Mais en fait, du coup, pour moi, ça s'est juste déporté à réduire ce que je peux appeler ceux où on est sûr, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense que je dirais que je suis plutôt pour, mais vraiment uniquement pour les gens où il n'y a absolument aucune équivoque. Zéro. C'est-à-dire que si juste à la fin du procès, ils sont déclarés coupables, mais que il y a eu rebondissement, il y a eu preuve, il y a eu etc., eux, ils sont pas concernés. Je veux dire, on se pose même pas la question, quoi. On se pose la question, pour moi, que pour ceux où il y a zéro doute. Ce qui concerne finalement quand même pas mal de monde. En fait, il y a des tas de cas, je pense, où tu te dis, bah oui, c'est vraiment, ne serait-ce que les cas où les gens se dénoncent et tout, c'est possible. Ouais, voilà, tous les cas comme ça. Ça reste une proportion, ça reste une population non négligeable de gens que ça concerne, en fait, la peine de mort, ce que tu décris là, je pense. Ouais, je pense. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus juste, si on parle de justesse, voire de justice. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus juste de partir de ce principe-là en se disant que on ne fait que sur ceux où on est sûr, plutôt que sur juste, si t'es un criminel et que t'as tué 3 personnes, dans ce cas-là, peine de mort. Là, c'est plus compliqué, tu vois. Pour moi, mon ok, éthique vas-y, en prend un on coup. challenge un peu et on voit un peu ce que... Admettons, parce que on fait des très beaux films hollywoodiens sur un arc de rédemption de quelqu'un, par exemple, qui aurait, dans sa jeunesse, fait des erreurs de parcours et il aurait tué quelqu'un, par exemple. Admettons. Donc, tu vois, on pourrait tous avoir une belle histoire comme ça en tête, de quelqu'un qui a tué quelqu'un dans sa vie, il sait ce que c'est, il sait ce que ça fait. Et cette personne-là devient vraiment une nouvelle personne. Sur le reste de sa vie, c'est vraiment juste un arc de rédemption. Où ça devient une belle personne, attentionnée, qui fait attention, et puis en plus qui paye le prix d'avoir fait ça dans sa jeunesse, autant dire que c'est lourd à porter socialement déjà, et puis lui, je pense, c'est quand même un fardeau, quoi, dans tous les sens du terme. Cette personne-là, du coup, je sais pas où tu mets le curseur, toi, sur la peine de mort, mais un meurtre assumé, où t'es sûr t'aurais tué ce... Non, pour un meurtre, non. Ok, toi, c'est un récidiviste. meurtre, c'est trop bas. Enfin... comment dire, il y a énormément de cas où le meurtre arrive très vite quand même pour des raisons bêtes, des raisons débiles, des regrets instantanés, tu vois, des tas de choses comme ça. Mais par exemple, tueurs en série, les personnes qui font des abus de toutes sortes, tu vois, ce style-là, déjà, pour moi, on a en je prends quelqu'un, c'est horrible ce que je veux dire, mais il y a quand même un meurtre délibéré. Je prends quelqu'un et je donne 12 coups de... je sais pas si je dois le dire ou pas, parce que du coup, après, le podcast, il n'est pas monétisé, donc ça va, quoi. Mais par exemple, je lui donne 12 coups de couteau. Voilà, je suis débarrassé de quelqu'un comme ça. Acte quand même vachement intentionnel, hein, on va pas se mentir, du coup. Je n'ai pas, fait tomber mon couteau dans la personne sans faire exprès. Donc, cette personne-là, par exemple, tu te dis là quand même, elle a franchi le cap, et la manière de tuer une personne... Non, toi, une personne, dans tous les cas, c'est pas assez. En fait, une personne pour 13 coups de couteau, ça aurait été mieux. À partir de 15, on discute. Mais mais en fait, non. Pour moi, on rentre là, on est encore dans la catégorie crime. C'est un criminel, c'est quelqu'un qui doit être puni sévèrement. Mais on n'est pas dans la catégorie abominable. Ouais, On n'est pas dans la catégorie abomination, tu vois. Alors après, on peut débattre de cette catégorie pendant des heures parce que personne ne sera d'accord. Ouais, par exemple, est-ce qu'un viol, pour toi, ça rentre dans cette catégorie ou pas ? On commence à y entrer, ouais. Mais pas un meurtre. Non. C'est chaud, hein. C'est très difficile. C'est tout mon point. C'est mon point, c'est de dire, en fait, c'est quand même éminemment subjectif. Parce qu'alors là, j'arrive même pas à comprendre pourquoi... En fait, quand je dis... Pour ce que tu viens de dire, pour moi, on commence à y entrer, effectivement. Ça ne veut pas non plus dire qu'on y entre tout de suite. Le truc, c'est que, du coup, pour répondre à ta question sur la rédemption et tout, pour moi, le bien qui pourra être fait par la personne qui se... Oula, là, j'ai un gros problème de vocabulaire. Qui se rédempte. Non. On a compris. Oui. Pour la personne, en tout cas, qui devient ce que la société appelle une bonne personne, tout le bien qui pourra être fait par cette personne n'aura jamais l'impact positif qui viendra remplacer l'impact négatif causé sur les proches, la famille
et tout l'impact positif que la personne décédée aurait eu sur le monde entier pendant les 40 années qu'elle n'a pas vécu, quoi, en gros. Et cet impact négatif est tellement large et se diffuse, parce qu'à chaque fois on se dit la pauvre personne elle est morte, elle fera pas des trucs bien, ok, sauf que cette personne avait des parents, peut-être des enfants, des frères et sœurs, famille, cousins, amis, et en fait ça se propage tout ça. Et après tous ces gens-là ils vivent avec j'ai un proche qui a été tué, ou j'ai une fille, ou j'ai un père, ou etc., avec le meurtre, alors que la personne qui va faire le bien, même si elle a eu une rédemption et qu'elle se met à faire le bien, elle ne pourra pas avoir autant d'impact que le mal qui a été commis. Donc pour moi, le mal, il vaut mieux qu'il ne soit pas commis et que la personne soit punie pour ça, notamment parce que je crois, mine de rien, à l'effet dissuasif de la peine de mort. Oui. Ok. Moi, peut-être l'autre zone de flou que j'ai vis-à-vis de moi-même sur ce sujet, c'est que je n'arrive pas à dire que je suis pour, mais en même temps, je trouve que en fait, les gens qui sont contre, dans une certaine mesure, sont pas raccord avec le réel et l'état de fait de la vie peut être violente. Ouais. La violence est là, et ces choses-là, en fait, on s'est tellement éloigné de la nature et de choses vraiment simples comme la violence qui, normalement, devrait être plus ou moins omniprésente, que du coup, on est ultra à l'aise avec ce genre de décision, alors qu'en fait, c'est exactement ce qu'on est prêt à faire au fond de nous, mais juste, on est peut-être, je vais pas dire faible, mais on n'ose pas se dire... Pourquoi je dis ça ? Quand t'enfermes quelqu'un 20 ans, c'est juste une façon de dire « j'ose pas prendre la décision de le tuer ». C'est exact, c'est littéralement la même chose. Et donc moi, je suis prêt à dire on enferme les gens parce que je n'ose pas décider de tuer ces personnes-là. Mais en fait, tu as fait virtuellement la même chose. Alors, moi, je connais pas la vie en prison. Je me dis qu'ils ont une seconde vie en prison. Il paraît que du coup, tu peux avoir une seconde vie en prison et avoir ta réputation, tes amis, ta famille là-bas. Donc, grand bien leur face. Mais en attendant, tu les as quand même un peu tués en quelque sorte, socialement et tout. Et en fait, on dirait que les peines de prison très longues comme ça, c'est juste une peine de mort non assumée en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. Est-ce que c'est le fond de ta pensée au final ? Est-ce que je le résumerais à... vraiment peine de prison très très lourde, c'est en fait des peines de mort non assumées. C'est intéressant comme question. Je crois que je me l'étais jamais posé dans ce sens-là. Pour moi, la peine de prison longue a aussi un intérêt. C'est tout simplement pour les gens qui n'ont pas forcément fait des choses complètement abominables. Alors, il y a longue et longue. Par exemple, 10 ans, ok, les gens finiront par sortir de prison et tout, je comprends. Après, 10 ans, 20 ans, ça commence à, tu vois, ça dépend à quel âge on parle. Et je crois qu'aux États-Unis, ça peut être bien pire que ça. Donc, aux États-Unis, tu peux prendre... ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Aux États-Unis, tu peux prendre plusieurs centaines d'années. J'ai envie vraiment de leur dire, vous l'avez tué là, donc juste, c'est horrible ce que je veux dire, mais juste tuez-le. Ils ont la peine de mort. Économiser des coûts plutôt que de l'entretenir pendant 60 ans. Ça coûte relativement cher la peine de mort, mais moins évidemment qu'entretenir quelqu'un pendant 30 ans. Procédure en pagaille. Même le coût de fonctionnement, coût d'installation, le fait de, enfin tout le comment dire, c'est très floral comme sujet. C'est toi qui l'as amené le sujet de la peine de mort. L'entretien général des... Tu veux qu'on revienne au taux de conversion d'une page de vente ou... L'entretien général des équipements, etc. Tout ça coûte extrêmement cher. Okay. Mais aux États-Unis, c'est un très bon exemple. Ils ont les deux. Ils ont des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'années, et ils ont la peine de mort aussi. Ils ont les deux. Suivant les États, évidemment. Nous, on a 30 ans maximum. La peine de prison de plusieurs centaines d'années, on est d'accord, c'est plus un bug qu'une feature, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, non. J'imagine qu'il y a un sens logique, juridique à ça. Il y a un sens juridique. Enfin, je veux dire, soyons intelligents 2 secondes, on va pas faire semblant de... Ah oui, bah évidemment, non, ça n'a aucun sens, en fait. Il y a un petit sens aussi. Les juges qui font ça, c'est pour éviter les remises de peine. Parce que vu que les remises de peine sont elles aussi cantonnées, un gars qui va avoir une remise de peine de 5 ans, bah du coup, s'il a pris 130 ans, on est sûr quoi. On est sûr, c'est bon. Dans tous les cas, il sortira pas. Donc en fait, c'est aussi quand le juge veut vraiment loquer le fait que cette personne soit en prison pour très très longtemps. Il y a évidemment d'autres raisons, je pense que je connais pas. Donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Bon, écoute, peut-être pour boucler sur ce sujet, je pense qu'effectivement, il y a probablement une partie enfouie de moi un peu dark qui se dit que la peine de mort est probablement une bonne chose, mais que c'est aujourd'hui, en tout cas, de par ma personnalité et tout, parfaitement inassumable. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Je pense qu'effectivement,
dans une certaine mesure, ça se tente de juste les enfermer bien comme il faut pendant très longtemps, voire jusqu'à la fin de leur jour, tu vois. Mais je me pose la question pratiquement philosophique de dire, en fait, quand je décide ça, est-ce que je les ai pas juste tués, mais j'ose pas me l'avouer, en fait, et est-ce que tu vois, on pense pas tous au fond la même chose, mais il y a les gens qui sont plus à l'aise avec ça, et avec le réel et la violence du réel et de la nature, et les gens qui sont moins à l'aise avec ça en se disant, bah non, on est une civilisation, donc on n'est plus des barbares, on ne tue pas les gens, etc. Ça peut être une justification que je pourrais entendre. Mais moi, en tout cas, j'allais faire un jeu de mots nul. Je ne trancherai pas sur ce sujet. Et je donne un dernier chiffre pour ponctuer, parce que ça va très bien avec la théorie et il vient de me revenir. Tu le disais, peut-être que des peines de prison très longues, c'est aussi impactant, voire plus impactant pour certains que la peine de mort. Eh bien, sache, et on ne va pas rebondir là-dessus, on va enchaîner directement, parce que ce sera le sujet, enfin, je vais préparer un petit sujet pour le prochain podcast, c'est sur l'état de la prison en France aujourd'hui. Eh bien, sache quand même qu'actuellement, en prison, il y a un suicide tous les 3 jours, depuis des années et des années, en moyenne. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et ça fait des coûts assez considérables et tout un tas. Alors, dès qu'on parle de coûts et de vie humaine, il y a plein de gens qui se voient hérisser leurs poils. Mais en même temps, en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est la réalité des choses. Donc voilà, un petit peu l'état. Toi, tu as pris le temps de creuser du coup le sujet des prisons et tout. Tu t'es intéressé à ce sujet. Je me suis, en fait, très récemment, je suis tombé sur une vidéo, puis une deuxième, et elles étaient extrêmement bien documentées, extrêmement bien faites. C'est un youtubeur qui s'appelle Simon Puech. Ah oui, il est très, très bon son contenu. Ouais, il est très très bon. Et en fait, sa dernière vidéo sur la prison m'a beaucoup intéressé et je me suis dit que c'était un sujet intéressant puisqu'on a dit qu'on parlerait politique tous les deux. Donc là, on a eu un début, une bribe de politique, mais un petit sujet sur vraiment la prison la prochaine fois, un truc pas long, hein, mais on l'a fait un petit peu. Après, est-ce que la peine de mort est politisée au sens gauche-droite ça l'est ou ouais. Parce que Moi, j'avais l'impression du coup que effectivement, la peine de mort, clairement. Elle est largement rangée à droite, c'est ça? Ouais, elle est largement rangée à droite. Après, pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça que je l'apercevais. D'où l'idée que je te disais, où je me suis dit l'opinion dominante, c'est on est contre la peine de mort, parce qu'il me semble que l'opinion dominante, en tout cas en repas de famille, c'est quand même plutôt des idées de gauche en général. Alors, je pense qu'il y a plein de gens seraient mal à l'aise avec l'idée de parler de peine de mort en disant moi je suis complètement pour la peine de mort. Oui. Tu vois, voilà. Mais deuxième cliffhanger, la France, d'après les chiffres toujours, donc ceux qui détestent l'INSEE sont en train de perdre leurs derniers cheveux après 1h17 de podcast. Mais la France est majoritairement à droite. Oui, je savais que tu allais dire ça. J'ai déjà entendu cette théorie. Je connais cette théorie. Non, mais oui. non, mais paraît-il. Mais c'est marrant parce que, moi, si je regarde autour de moi, soyons très clairs, ça se voit pas du tout. Oui, donc c'est ce que je t'ai dit tu vas me dire bulles. Bulle. Mais bulles. Bon, attends, je rebondis pas et juste on fait ça au prochain podcast. Ouais, on en parle. Je suis en train de me créer ma propre bulle normalement de gens. Alors évidemment, dès que c'est des gens avec qui on parle business sur internet et tout, je leur demande pas s'ils sont de gauche ou de droite. Tu vois. Oui, forcément. Et d'ailleurs, il y a un twist par rapport à ça me concernant. Donc je pense qu'on. D'ailleurs, la catégorisation, je fais un mini disclaimer quand même. La catégorisation droite-gauche, Alexis et moi, là, on en parle parce que ça simplifie la discussion et qu'on est entre gens intelligents. On sait parfaitement qu'il n'y a pas de vraie catégorisation droite-gauche. C'est juste un schéma politique qui aide à la compréhension pendant une discussion. Mais évidemment qu'il n'y a pas soit tu es de droite, soit tu es de gauche. Évidemment. Tu veux qu'on rajoute un petit panneau disclaimer on va mettre passe en bandeau. Ouais, un gros. Non, ce sera beaucoup trop compliqué pour. Disclaimer. Pour la Louis a peur de heurter des âmes sensibles. S'il vous plaît, soyez sympa. non, vous n'êtes pas obligé d'être sympa, vous pouvez être des enculés, mais comprenez juste là, sur ce point-là, c'est quand même important. Sur ce, mais c'est vrai qu'on ouvre la porte à parler politique et on pourra le faire avec plaisir sur les prochains podcasts. On essaiera de trouver un bon équilibre, un bon entre-deux, entre des sujets un peu politiques, mais rester un peu sur le business, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble à la base. Ouais. On verra, du coup, je pense qu'on va distiller un mélange des deux, et puis on verra aussi au fur et à mesure des feedbacks, le jour où vous nous donnerez des feedbacks, évidemment. Donc du coup, on va terminer là-dessus, je pense, justement. Ouais. On va vous dire, on veut vos feedbacks, etc. Alors juste avant, petit détour par l'idée de business, rapide.
rapide, facile, pas cher, parce que j'en avais absolument pas, je ne l'ai pas préparé, mais c'est pas grave, je vais juste rebondir sur quelque chose que je disais un peu plus tôt. Donc tu disais que tu avais vu une interview de moi et que t'avait donné l'idée il y a plusieurs années déjà de peut-être faire une chaîne sur Shopify. Et vous voyez, du coup, ça a marché. Donc je vous en donne une deuxième comme ça. Un autre sujet sur YouTube où il y a là aussi un boulevard et une place à prendre assez importante, c'est tout ce qui est PPC en général. Alors c'est quoi PPC? Donc pay-per-click, c'est juste un terme très pro et que je peux dire sur un ton très supérieur pour parler juste de publicité en ligne. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de faire une chaîne sur les différentes régies publicitaires, TikTok, Pinterest, Facebook, etc. Dites-vous bien qu'il n'existe aucune chaîne, ça existe en anglais évidemment, il y en a plusieurs en anglais, j'en ai suivi une pendant longtemps qui s'appelait Surfside PPC, si ça peut vous donner des idées. Et l'idée, c'est d'avoir une chaîne vraiment pro qui n'est pas là pour vendre du rêve et qui dire que voilà, vous allez devenir riche ou quoi. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est juste, je suis un pro et on fait ensemble du PPC. Donc, on fait de la publicité. Donc, je vous apprends à utiliser la régie sur Pinterest, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Et vous faites des tests régulièrement. Vous parlez des nouveautés. Vous parlez des nouvelles régies publicitaires sur certains réseaux sociaux. Vous pouvez parler de la régie publicitaire de Quora si vous voulez. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais du coup, le marché, le bassin est immense pour une chaîne comme ça. Et vous pouvez faire de très très longues vidéos. Je vous dis ce qu'il faut faire si vous voulez que ça marche, votre vidéo. Faut évidemment faire au moins quelques tests. Si vous n'avez pas un minimum d'argent pour faire des tests à droite à gauche, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, sauf si vous avez déjà un peu d'expérience. Après, faites ce que vous pouvez avec les moyens du bord. Si le sujet vous intéresse et que vous n'avez pas de budget, trouvez un moyen quand même. Trouvez des gens pour qui bosser gratuitement, etc. Vous pouvez faire ça. Et du coup, faites des vidéos longues. C'est ça la clé pour réussir. Donc, faites des vidéos longues. Ne vendez pas de formation. En tout cas, pas au début. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Dans la manière dont moi, je vous transmets mon idée. Vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez vendre une formation au bout de 3 mois. Mais juste au début, concentrez-vous juste sur construire une grosse audience. Et t'as lancé une formation au bout de 3 mois, c'est ça? Non, pas 3, mais 5. Ouais. Moi, c'est particulier, j'avais plein de gens. Mais t'as bien fait, toi, ça a marché. Oui, t'as eu une audience très grosse rapidement et tout. Ça. Ce sera pas le cas pour la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas Louis Streif. Louis Streif est absolument unique. J'ai eu de la chance, c'est tout. Donc, faites des vidéos sur Snapchat Ads et tout ça. Faites des vidéos longues. Faites des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. N'hésitez pas. Enfin, voilà, prenez du temps sur chaque régie. Montrez des choses. Soyez généreux. Ces vidéos, si vous avez un son normal, une vidéo normale, pas un truc extraordinaire, et que vous essayez de vous exprimer le plus normalement possible, sans être non plus un dieu de la prosodie, je pense que du coup, c'est une chaîne qui peut marcher très très vite aussi. Et c'est un sujet très intéressant à explorer pour vous sur YouTube. Donc je vous recommande de faire ça. Faites une chaîne YouTube sur le PPC en général, sur toutes les régies publicitaires. Google, Facebook en tête, mais ensuite toutes les autres aussi, parce que c'est des sujets qui sont parfaitement sous-exploités. C'est des sujets qui n'existent pas, quoi. Ils sont dans... Enfin voilà, si vous cherchez un tutoriel Microsoft Ads, le quasi seul que vous avez trouvé, c'est sur ma chaîne. Ne me demandez pas pourquoi. J'en ai fait un en 2020. Donc autant dire qu'il n'y a rien, quoi. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui cherchent. Il y a plein de gens qui sont passés sur cette vidéo, moi, et donc faut pas hésiter. Faut faire vraiment, ça rendrait service à beaucoup de monde. Peut-être même moi, j'irai sur votre chaîne avec grand plaisir pour certaines régies. Donc voilà, faites ça. Il y a besoin, il faut que quelqu'un le fasse. Voilà pour mon idée de business. Je te demande pas ton avis, mais... Non, je suis évidemment d'accord avec tout. C'est une très bonne idée. Faites des vidéos longues, faites des formations gratuites, écrivez la plus complète sur la miniature, ça marche très bien. Et oui, c'est une excellente idée. Il y a effectivement un énorme trou de marché. Je connais quelqu'un qui va relancer une vieille chaîne YouTube uniquement dédiée à Facebook Ads. Qui va relancer ça, je crois que janvier-février. Il m'a dit qu'il me contacterait pour me demander des conseils. J'étais honoré. Je lui ai dit ça tient en 3 lignes, quoi. Achète une caméra, fais un fond et fais des vidéos de 3 heures. Mais c'est à peu près tout. Mais ouais, voilà, c'est une excellente idée. Faites ça et ça se passera très bien pour vous. Ok. Et ceci conclut ce quatrième podcast, du coup. 4e. Ah ouais, c'est le 4e. Ok. Ouais. Le 3e dont tout le monde se souvient évidemment. Le 2e dont tout le monde se souvient aussi. De son. Ah oui, tout à fait. C'était surtout pour le problème de son, du coup. Oui, c'est vrai. Merci à tous du coup d'avoir été. Alors du coup, on n'a pas fait nos appels à l'action au début et ça c'est très mauvais. On est vraiment très mauvais podcasteurs parce que mauvais businessmen. Bah oui, il faut le faire vraiment au début. C'est comme ça que les gens vont le faire. Il y aura personne sinon. Mais dans tous les cas, si vous voulez encourager ce podcast, nous encourager à faire plus d'épisodes, à produire plus, et laissez-nous des évaluations sur iTunes, ce qui est en fait Apple Podcast bien sûr.
Donc allez sur Apple Podcast, Spotify aussi, enfin où vous voulez, mais laissez-nous des évaluations, ça nous aide énormément pour le référencement du podcast et ça nous poussera à produire plus d'épisodes, même si on n'a pas prévu de s'arrêter du tout, mais c'est pas grave, ça met du baume au cœur quand même et puis ça nous aide vraiment énormément. Et là-dessus, je te laisse éventuellement le mot de la fin si tu as un truc à leur dire, mais je pense qu'on peut juste s'arrêter là et se retrouver la semaine prochaine. On peut se retrouver la semaine prochaine. Je suis très content de faire ce podcast avec toi et on voit qu'on progresse petit à petit, toi et moi, pendant ce podcast. Donc, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Tu trouves qu'on a progressé sur celui-là par rapport au fur et à mesure, je trouve. Pas forcément sur celui-là précédemment, mais au fur et à mesure, tu vois, il y a des petits pas qui se font. Et ça augure que du bon pour petit pas vers la peine de mort, ça montre que on commence à être à l'aise dans ce podcast. Et exactement, tu vois, on se dit qu'on y va. Il n'y a que nous, Alexis, il n'y a que toi et moi ici. Là. Il y a pratiquement que nous pour l'instant de toute façon, mais évidemment un jour vous serez des milliers, vous êtes déjà factuellement quelques centaines. C'est juste que on n'a pas l'impression nous qu'il y a une tornade de gens qui nous écoutent dehors et c'est c'est pas de quelques centaines, mais c'est quand même un plaisir. Merci à tous. Ouais, non, mais c'est le début. C'est super bien de démarrer et tout. Là, on rigole, mais en fait, on sait très bien que voilà, un jour, vous serez vachement plus nombreux et tout. Enfin, faut toujours commencer quelque part. C'est toujours ça, tous les business, y compris un podcast. Donc, très content de vivre ces débuts avec toi. Merci beaucoup, Louis. À la semaine prochaine. Merci, Alexis. À la semaine prochaine, tout le monde.